tout en haute définition. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, très bon dimanche à toutes et à tous et toutes nos excuses pour ce léger retard observé dans le démarrage de votre rendez-vous quotidien. Néanmoins, nos panélistes sont déjà présents pour cet échange dominical et justement, ce jour, nous parlons du Cameroun. On évoquera les cambriolages survenus ces derniers temps dans les administrations publiques, le cas notamment de la Direction générale du Trésor où pour l'instant, une enquête a été ouverte afin de voir comment tout ceci s'est déroulé. Et d'ailleurs, le ministre des Finances, à cette occasion, a rendu public un communiqué pour interpeller les uns et les autres. On en parle au cours de cette émission. On parlera aussi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2019, qui se jouera en 2021 au Cameroun. L'état des infrastructures. Également, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, était sur le terrain pour renforcer le Cameroun dans la préparation de ce prestigieux rendez-vous sportif continental. On évoquera dans cette émission les parts, bien entendu, de ces différents responsables de la Confédération africaine de football qui étaient sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux, même si quelque part on indique que le stade mythique très attendu pour cette compétition, le stade Olembe, n'est pas encore prêt. Les experts indiquent d'ailleurs encore plus de 12 mois pour sa mise en œuvre. Nous sortirons de cette émission à l'international avec la France cette semaine. Les institutions de la République ont été giflées. Le chef de l'État s'est retrouvé dans une situation critique. Emmanuel Macron avec à lui face des compatriotes qui toujours ne sont pas dociles dans la gestion des affaires publiques. On en parle et on essaiera en même temps de comprendre quelle est donc la portée de ce geste, de cette gifle administrée au chef de l'État français. Aurait-il été piégé? Élément de réponse au cours de cette émission ce dimanche. Merci à tous de rester sur Camdis TV. Je vous retrouve dans une poignée de secondes avec nos panélistes pour la suite des échanges.
bon dimanche à tous, une fois de plus. Merci d'être sur CAM10 TV. C'est la télévision républicaine, c'est la chaîne des 10 régions du Cameroun au cœur des problèmes rencontrés par les citoyens, naturellement, en vue d'apporter toujours des solutions à notre pays, le Cameroun, pour espérer un retour meilleur pour l'encouragement de cette jeunesse qui fait encore confiance à notre État. Et ce dimanche, nos invités ont tous répondu présents. Nous ouvrons cet échange avec Sa Majesté Patrick Ondondo. Il est militant très engagé auprès du chef de l'État dans sa formation politique et le RDPC. Bonsoir et bienvenue, Sa Majesté. Bonsoir, M. Serge Bonjet. Bonsoir à nos chers co-panélistes. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici. J'ai deux plaisirs particuliers ce matin. Le premier plaisir que j'ai à me retrouver ici, c'est parce que vous, personnellement, lorsque vous m'invitez, vous invitez certainement le parti. Lorsque je viens représenter le parti, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de hauteur d'esprit, parce que vous êtes un très grand journaliste. Vous êtes un journaliste rare, il fallait que je vous le dise, parce que vous avez beaucoup, n'est-ce pas, de valeurs intrinsèques que beaucoup de journalistes n'ont pas, parce que vous faites très bien votre travail. Le deuxième plaisir, c'est avec la présence de M. Monon Diana, le philosophe Monon Diana, qui a écrit un livre. Vous savez que je suis écrivain. Tout à fait. Un livre que j'ai eu l'occasion de lire, L'idée sociale chez Paul Biya. C'est l'un des meilleurs livres, avec le mien, qui est Paul Biya, l'architecte de la démocratie camerounaise face aux enjeux sécuritaires, économiques et de la réforme de l'État. Vous l'avez écrit, je crois, en 1983 ou 85. 85. Je vous assure que c'est un très bon livre. Il y a, ici au Cameroun, on parle des livres, mais il faut bien retenir ce livre, L'idée sociale, chez Paul Biya de Monon Diana. Et mon livre qui est actuellement, n'est-ce pas, Paul Biya, l'architecture de la démocratie. Merci. Et le troisième plaisir, je ne savais pas que M. Alphonse Ateba sera là, et qui est un très grand débatteur, qui est également un homme rempli de connaissances. Et finalement, le quatrième plaisir, c'est d'être avec nos fidèles téléspectateurs, pour qu'au cours, n'est-ce pas, de ces 2 heures que vous nous consacrez, on puisse, n'est-ce pas, les éclairer sur les problèmes d'actualité moderne, interne, et à l'international. Merci, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans les studios flambant neufs de CAM10 TV, digitalisés pour l'occasion. Merci pour cette prise à main des affaires par le président directeur général. Et tout à côté de vous, une autre majesté que nous accueillons ce dimanche, Sa Majesté Ateba Ndoumou, chef traditionnel, également consultant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, plaisir à partager avec Majesté, le professeur qu'on a toujours du plaisir à retrouver si près, parce que de temps en temps il a un peu l'air très haut perché quand il s'élève sur la normalisation des écarts, difficile de le rattraper, mais bon, mais d'avoir de si près ce dimanche c'est un plaisir partagé pour les compatriotes, pour les téléspectateurs. Félicitations à votre management pour ce studio qu'on découvre ce dimanche. J'ai déjà eu le plaisir d'être ici autrefois, ce n'était pas cet endroit. Je comprends qu'il y a véritablement du mouvement sur la place et nos encouragements. Voilà, merci. Merci, nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci de nous honorer en ce dimanche. Un autre invité, c'est Jean-François Lomgoy. Il est du Parti Les Libérateurs, du professeur Olivier Ebilet. C'est un immense plaisir pour nous de vous avoir ce dimanche. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Serge, nous sommes très honorés de venir partager avec les autres panélistes aujourd'hui, débattre sur les sujets d'actualité. Et puis, j'ai suivi tout à l'heure Sa Majesté qui a fait une présentation de son ouvrage, tout en citant le monument professeur Monon Diana, le philosophe. Et tout le plaisir est le mien de partager le plateau. Réciproquement. Merci. Nous allons... Merci, nous allons ensemble décrypter l'actualité ce dimanche pour les téléspectateurs. Et puis on ne présente plus la séance, c'est un monument des médias au Cameroun et même dans l'enseignement. Le philosophe choisit d'être avec nous dans ces moments particuliers ce dimanche. Le professeur Hubert Monon Diana est notre invité ce dimanche. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation qui me permet de faire une nouvelle découverte
cette nouvelle chaîne montre que le renouveau ne cesse pas de se renouveler. Et je suis fier. Je suis content aussi d'être assis à côté des chefs traditionnels, les vrais. Les vrais parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de chefferie accaparé par les hommes d'en haut qui ont de l'argent et par conséquent de l'influence. Absolument. Donc ça nous fait deux types de chefferie. Et c'est beaucoup mieux d'être à côté des chefs authentiques. Absolument. Merci pour ce plaisir. Merci bien. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois que je vous ai sollicité pour des échanges dans le cadre d'un programme, vous avez toujours répondu présent. C'est un honneur pour moi. Merci, professeur, d'être avec nous ce dimanche. Si c'est fin prêt du côté de la régie, le temps d'ouvrir cette émission avec les thématiques retenues pour ce dimanche. On va suivre la revue de presse qui nous replonge dans l'actualité, dans les grands sujets tels que décryptés par la presse camerounaise. C'est sur la magnanimité du chef de l'État, le président Paul Biya, que la presse camerounaise s'est refermée cette semaine. Une grandeur d'âme et de cœur exprimée à l'endroit des opprimés, en l'occurrence les réfugiés centrafricains au Cameroun. À Garoua-Boulaye, à l'est du pays, le patron des Tutsis est allé au chevet de plus de 3000 réfugiés venus de la République centrafricaine, évidemment pas avec les mains vides. Le président en exercice de la CEMAC a demandé au ministre camerounais de l'administration territoriale de remettre un important don en matériel de couchage et denrées alimentaires à 3250 réfugiés éparpillés à travers le pays. Un geste de plus qui contribuerait à décerner à Paul Biya la prime à la solidarité. Une solidarité tous azimuts à maintes reprises exprimée envers les voisins sous-régionaux présentés dans la dernière parution du Temps des opportunités. Le magazine du cabinet civil de la présidence de la République revient par exemple sur la réaction prompte et salutaire du Cameroun après le drame de Bata en Guinée équatoriale. Le chef de l'État avait alors dépêché une mission d'assistance humanitaire à l'effet de venir en aide aux frères en difficulté. Cette même solidarité avait déjà été exprimée à l'endroit des voisins nigérians accueillis en terre camerounaise au pic de la guerre contre Boko Haram. Ces 1000 d'entre eux ont récemment entamé le chemin du retour au pays natal et à eux aussi, le chef de l'État a offert du matériel de couchage, des denrées alimentaires et des kits sanitaires en guise d'au revoir. Ce sont ces faits d'armes qui font de Paul Biya le pionnier d'une diplomatie de la fraternité, sans doute son legs à la postérité en matière de relations internationales. La Coupe d'Afrique des Nations de football a elle aussi donné du grain à moudre à la presse camerounaise cette semaine. D'abord avec ses vérités et contre-vérités décryptées par l'anecdote, des rumeurs qui annoncent au mieux un nouveau report de la compétition, sinon le retrait pur et simple de l'organisation de cette CAN au profit du Maroc. Suffisant pour déchaîner les passions dans un pays où le football est une religion et l'organisation de son plus grand rendez-vous continental, une question de fierté nationale. Très vite donc, des clarifications se sont imposées. Pas de retrait à craindre, selon Cameroun Tribune. Le quotidien national bilingue a fait le tour des préparatifs avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ce qu'il faudrait craindre par contre, d'après l'Albatros, c'est plutôt une canne boiteuse au plan culturel. Ce volet de la préparation serait négligé par le comité local d'organisation, à en croire la publication, et pourtant notre pays a une réputation en la matière à préserver. Il faut donc agir et vite, parce que la CAN est là, et c'est toute une édition spéciale que Camer Presse a mobilisée pour le marteler. La mission CAF FIFA de la semaine dernière serait repartie satisfaite des terres camerounaises, rien ou presque, ne sépare plus notre pays de sa CAN de football. D'ailleurs, rien ne pourrait s'interposer, même contre 1000 fantômes, ça va se jouer ici au Cameroun. Professeur Mouele Kombi, il n'y a donc pas de quoi faire un AVC, rassure Paul Ngouaré dans son plus de réalité. Le mot est dit par Lumière Presse, la CAN 2021 est un acquis pour le pays de Paul Biya. Elisha Romotazé l'a rappelé, les ennemis de la République aux intentions inavouées n'auront que leurs yeux pour pleurer lorsque la fête sera célébrée à Yaoundé et dans toutes les autres contrées.
Merci pour cette revue de presse concoctée par la rédaction centrale de Cam10 TV. Nous ouvrons justement avec cette première thématique, parlant des passeports au Cameroun. Cette semaine, on a suivi le secrétaire général de la délégation générale à la sécurité nationale du Cameroun, le commissaire divisionnaire Dominique Barra, qui est revenu sur les conditions d'obtention de ce passeport. On sait bel et bien que désormais, il faudra débourser la somme de 110 000 francs CFA. Alors, première question, première réaction, Sa Majesté Ondondo, 110 000 francs CFA. La garantie, c'est pour l'obtention d'un passeport en 48 heures. Est-ce possible? Est-ce que les Camerounais devraient encourager cette initiative? Oui, je dois dire que 110 000 francs pour les élites, ceux qui ont l'habitude de sortir du territoire camerounais, c'est pas grand-chose. Par contre, 110 000 francs pour le commun, n'est-ce pas, des Camerounais, c'est beaucoup. Alors en 48 heures, on peut l'obtenir. Moi, je suis de ceux qui pensent effectivement que la majorité des Camerounais ils ne sont pas de ceux qui voyagent, qui vont à l'extérieur. C'est une catégorie, c'est une élite bien particulière qui veulent, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, d'un pays à l'autre pour soit des recherches politiques, soit, n'est-ce pas, le business. Donc c'est une catégorie de personnes. Il ne faut donc pas qu'on puisse, n'est-ce pas, généraliser et croire que c'est la fin du monde. Moi particulièrement, c'est vrai, je peux l'avoir, mais je me sens bien dans mon pays. S'il faut que je sorte pour aller dans un autre pays, c'est vraiment pas contrainte, pas nécessité absolue. Sinon, je préfère me balader même pour aller pendant les vacances, soit au village, soit dans un espace touristique, parce qu'il y a le cadre touristique. Et le Cameroun est un beau pays, donc vraiment, ce que les gens sont en train de dire, je ne sais même pas de quoi donc, le débat n'est pas l'obtention, il faut rester construire le Cameroun. C'est ça, il faut rester construire le Cameroun, ça ne sert à rien ce genre de choses. 110 000 francs, c'est pour ceux qui peuvent effectivement voyager et qui peuvent l'obtenir. Merci. Sa Majesté Ateba Ndoumo, sur la question, est-ce que le coût est assez élevé? Est-ce que c'est dans l'optique de décourager les Camerounais qui veulent quitter d'une manière comme une autre le pays? Est-ce que c'est simplement pour que les éléments qui rentrent dans la fabrication de ce passeport soient rapidement réunis et qu'on respecte le délai de 48 heures qui a été donné? Disons que pour ma part, je préfère me contenter, m'arrêter sur le bon côté des choses. Ce qu'il y a de bon, c'est que probablement on va avoir les passeports. Il faut également admettre que le Cameroun, dans le cadre de son leadership CEMAC, dans le cadre de son insertion dans la société monde, a besoin de voir ses enfants se déplacer. On n'a pas qu'à accueillir, on peut aussi se déplacer. Donc, en soi, c'est une bonne chose que de pouvoir avoir son passeport en 48 heures, parce que pour ceux qui sont dans le milieu des affaires, y compris les grands profs d'université, il n'est pas rare qu'ils reçoivent des invitations dans des délais très courts. Et qu'un passeport en 48 heures, de ce point de vue, devienne une évolution heureuse à encourager. Évidemment, le coût demeurera pendant longtemps un problème. Je n'explique pas qu'un passeport part de 35 à 110 000 francs, d'un point de vue de la loi économique, de la loi du marché, c'est questionnable. C'est questionnable. Je ne peux pas me l'expliquer. Mon Dieu, d'accord, qu'un passeport d'urgence... Peut-être qu'il y a des choses à revoir. Un passeport d'urgence à 110 000 francs en 48 heures, oui, mais un passeport normal, même en un mois, qu'on le fasse à un prix plus raisonnable. Je trouve quand même que 110 000 francs... c'est pas avec ça qu'on va arrêter les gens qui veulent voyager. Non, enfin, je trouve que ce prix-là, d'autant plus que... du point de vue de son évolution dans le temps, est quand même questionnable. On peut faire du bien. Et c'est une bonne chose que de sortir un passeport en 48 heures. Mais à un tel coût prohibitif qui n'a pas de résonance dans l'environnement, c'est-à-dire que certains sont amusés à nous montrer des tendances de coûts dans d'autres pays. On est quand même dans le peloton de tête du coût du passeport. On doit certainement avoir de bonnes raisons de l'avoir fait. Je préfère me contenter de l'avantage de pouvoir désormais avoir un passeport en 48 heures, tout en restant sceptique, dubitatif, presque misérable sur le coût qu'il emporte désormais. Voilà. Merci. Et autre réaction sur l'obtention du précieux sésame, notamment ce passeport tout de même, qui permet de se déplacer d'un État à l'autre, même si d'aucuns voient derrière cette volonté une certaine manière de ne pas pour autant voir les Camerounais se déporter ailleurs. D'aucuns voudraient aller dans les pays voisins au niveau de la sous-région Afrique centrale, pas forcément aller vers l'Occident, parce qu'il est question à terme aussi de créer un marché qui n'est pas encore perceptible au niveau économique
dans les échanges lorsqu'on sait encore que l'accès à ces pays est conditionné par l'obtention d'un visa, ce qui est de plus en plus difficile. Mais comment penser débourser les 110 000 francs CFA? Peut-être les libérateurs ont forcément une proposition qui soit plus intéressante. Jean-François. Oui, le passeport, c'est un document de voyage. C'est déjà une bonne chose que ce document puisse être mis à la disposition de tous les Camerounais. Mais beaucoup de 110 000 francs d'une augmentation de près de 30%, vraiment, c'est exagéré. Et puis, quand on parle de la production d'un passeport, il faut faire des simulations. On dit qu'il faut l'enrôlement peut-être d'ici le 23 juin, il faut que les gens soient enrôlés pour pouvoir, n'est-ce pas, accéder à ce document. Il y a encore beaucoup de choses qui sont non-dits, qui sont derrière tout ça. 48 heures, pour avoir un document 48 heures, il faut déjà maintenant le développer et la production. Il faut faire des simulations. Est-ce que ces simulations ont été faites pour voir comment est-ce qu'on peut livrer un passeport en 48 heures? Si ça n'a pas été fait, vraiment, on va dire, comme on dit d'habitude, bon, on avance beaucoup de choses, bon, que ce soit réalisé ou pas, c'est les effets d'avance. Vous êtes d'accord sur le montant avancé par les pouvoirs publics? Oui. Est-ce qu'il faut revoir à la baisse? Il faut revoir le prix n'est pas à la portée du citoyen moyen. Et lorsqu'on observe aussi le coût, le SMIC au Cameroun, il est de 36 600, on est autour de 38 000 par là, donc ce n'est pas évident pour le Camerounais ordinaire d'avoir son passeport. En tout cas, les pouvoirs publics nous écoutent, nous regardent. Merci. Professeur, sur la question, est-ce qu'on peut énormément philosopher, si on veut rentrer dans les motivations profondes même, qui visent, on a vu la progression du coût des passeports, on est rendu aujourd'hui à 110 000 francs CFA. Il y a plusieurs pays, des États-Unis, d'Amérique et même d'Afrique, qui le font autour de 40-50 000 francs CFA en évaluation. Mais comment comprendre cette hausse aussi vertigineuse du coût des passeports au Cameroun? Oui, on peut philosopher sur toutes les questions qui regardent l'homme. Et en ce qui concerne le passeport, il y a plusieurs considérations à prendre en vue. Je suppose que dans le fonctionnement normal d'un pays, il y a une augmentation des taxes et des impôts quand le pays se trouve en difficulté et qu'il veut s'en sortir. Il est obligé de demander aux citoyens de faire un effort supplémentaire. Et je crois savoir que nous sommes empêtrés dans beaucoup de difficultés. Les difficultés sanitaires, les difficultés sécuritaires. Encore que on peut se poser la question sur l'opportunité, précisément à cause de ces difficultés. Nous avons égaré 180 milliards de francs. Et maintenant, au lieu de résoudre d'abord ce problème pour apaiser les cœurs, on balance cette augmentation qui peut provoquer un énervement fort compréhensible, parce que nous n'avons pas déjà les cœurs apaisés pour avoir égaré tant d'argent. Ensuite, on peut avoir une autre considération sur les conséquences. Peut-être que cette augmentation va freiner l'émigration et garder les citoyens en place dans leur pays. Mais une conséquence contraire aussi, c'est que ça peut augmenter l'immigration clandestine, donc les risques des voyages périlleux. Donc, voilà autant de conséquences que peut apporter une augmentation brusque. Et là, je reviens à la philosophie dont Sa Majesté Ateban Doumof parle tout à l'heure, sur la normalisation de l'écart et l'écartement de la norme. La norme dans un pays, c'est de faire vite, c'est de délivrer un passeport vite en 48 heures. Il ne faut pas qu'il y ait un coût pour commencer à normaliser la délivrance des passeports. Il est normal tout simplement qu'on augmente les passeports et qu'on ne dise pas qu'on augmente le prix parce que ça sera rapide. C'est la rapidité qui est normale dans les administrations modernes. Il faut déjà qu'on délivre les passeports vite. Ne dites pas que vous allez payer un coût supplémentaire parce qu'on va vite faire. Vous faites vite, pourquoi? Il faut seulement faire vite. Nous sommes en retard. Donc pour moi, ils sont en train de normaliser
un écart. Et justement, Alors qu'il fallait... Je reste avec vous, professeur, mais je voudrais m'interroger sur le silence des Camerounais, notamment des formations politiques, parce qu'ailleurs, on aurait quand même donné un point de vue qui pourrait permettre à l'État de reculer peut-être face à cette augmentation, mais sauf que sur le plan politique, personne ne réagit véritablement. On continue. Comment expliquer le silence des Camerounais? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées concomitamment. Le jeune gars qui a fait des commentaires sur la difficulté de son travail et la modicité de son salaire a été réprimandé. Et dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas commencer à faire des commentaires le lendemain matin d'une augmentation de taxes. Vous serez aussi réprimandé, probablement. Donc, je crois que le silence est une marque de prudence pour les citoyens camerounais qui savent que lorsque vous atteignez la vérité, au fond et frontalement, les gens peuvent réagir inattendument en vous frappant au lieu de se... Merci. De la sérénité. Merci, d'améliorer professeur. le comportement. Je reste avec vous, professeur, pour la suite de cette émission. Notamment, nous abordons la première thématique dite. Nous parlons des effets du cambriolage ces derniers temps au Cameroun. Il y a quelques semaines, c'était le contrôle supérieur de l'État où les documents importants ont été emportés. Et il y a également quelques jours, au niveau de la direction générale des impôts dans la ville de Yaoundé, un cambriolage qui forcément cache de malsaines intentions au moment où le chef de l'État a instruit une enquête profonde dans la gestion des fonds Covid au Cameroun. Professeur, que comprendre de ces différents cambriolages ces derniers temps au Cameroun? Veut-on dissimuler des preuves? Veut-on dire que le gouvernement a travaillé, qu'on ne pourrait pas tout de suite incriminer ceux qui sont retenus dans les enquêtes qui se poursuivent en ce moment au Cameroun? Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre prétexte de ce cambriolage pour étouffer toutes les vérités. Vous savez que les preuves ne sont pas que dans certaines machines et pas dans d'autres. Il y a d'autres machines dans le pays où l'on pourrait trouver les mêmes preuves que celles qui sont déclarées prétendument disparues. Donc pour moi, quand on fait une enquête, on va aboutir, si on fait des enquêtes. Mais seulement, beaucoup d'enquêtes n'ont jamais abouti. et c'est ça la marque caractéristique de notre pays, c'est-à-dire des enquêtes dont les gens attendent beaucoup n'aboutissent jamais. C'est des enquêtes secondaires qui aboutissent, qui n'ont pas un grand impact sur la marche du pays. Alors tout le problème, tout le mystère de ces enquêtes demande lui-même à être élucidé. C'est tout ce que les Camerounais attendent. Pour l'instant, on n'a aucun élément sous la main, sauf que l'enquête ouverte, peut-être elle aboutira. Oui, pour le jeune homme qui a fait sa vidéo, oui. On a vite travaillé, on a mis la main dessus. Exact. Ça veut dire qu'il y a... On peut avancer, il peut avoir de la réactivité. Oui. Et de la célérité même dans le traitement de ces dossiers. Dans certains domaines. Et dans d'autres domaines, il y a un laxisme apparemment voulu pour ne pas faire, comment dirais-je, pour ne pas faire honte à de grandes personnalités, disons ça crûment. Alors, on ralentit les enquêtes. Mais quand il n'y a pas beaucoup de conséquences... Est-ce que quand ça se passe comme ça, professeur, on ne peut pas penser que le verre est dans le fruit, juste pour sortir? Parce que quand il y a le ralentissement d'autres enquêtes, il y a des cambriolages. Est-ce que, de quoi a-t-on peur en interne? Est-ce qu'on a peur que certaines personnalités soient incriminées? Il ne faut pas mettre les tâches sur des grandes personnalités. Vous savez, les voleurs à col blanc, les voleurs en col blanc, comme a dit le président, ils sont là. Est-ce qu'on peut toucher tous les cols blancs dans le pays? C'est délicat, c'est ça le vrai problème de ce pays. Il ne faut pas faire, il faut pas déshonorer. Il ne faut pas déshonorer des gens qui sont honorables, prétendument honorables. Il ne faut pas les déshonorer brutalement. Alors, et on ne doit pas salir l'État aussi. On met des gants pour faire les enquêtes vis-à-vis des hautes personnalités. Parce que comment vous pensez que des ordinateurs puissent disparaître à des endroits aussi sensibles et stratégiquement bien surveillés avec les forces de l'ordre? Donc qu'on ne fasse pas avaler ça, qu'on ne fasse pas encore avaler ça. Toutes les choses glissent, ça glisse. Il y a trop de glissements finalement.
Merci, professeur. Jean-François, sur la question, le Cameroun fait encore face à cette difficulté des cambriolages. On sait bel et bien que ce sont des structures qui sont surveillées. Les forces de défense et de sécurité sont un peu postées partout, mais on réussit quand même à opérer un cambriolage. Y a-t-il des complicités? Et deux, est-ce qu'il y a une forte chance qu'on puisse avoir des éléments de réponse? Il y a quand même des caméras de surveillance dans ces institutions, que ce soit à la Direction générale des impôts, que ce soit au contrôle supérieur de l'État, mais on n'est pas sûr d'avoir des éléments qui rentrent dans le cadre de différentes enquêtes. Peut-être qu'on ne verra jamais, le professeur l'a indiqué il y a un instant. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit véritablement le problème qui puisse être à la une aujourd'hui. Nous avons un problème sous la main, on parle, n'est-ce pas, des fonds Covid. Il ne faut pas avoir un sujet macro comme celui-là et puis on nous oppose les cambriolages à la direction générale des impôts et puis à la direction du trésor. C'est le temps plus qu'il y a des caméras de surveillance. Donc si on veut connaître qui a fait quoi à cet endroit-là, il suffit d'aller dans la mémoire de ces ordinateurs et de voir qui ont posé ces actes. Et puis on a à nous exposer cela. On nous dit tout simplement, bon, les gens ont posé des actes, ils ont été arrêtés, ils sont conduits à tel endroit. Maintenant on veut savoir quelles sont les motivations pour lesquelles ils ont posé cet acte. Mais nous dire aujourd'hui, quand on parle de... Nous avons le fonds Covid, 180 milliards qui ont disparu, les Camerounais en souffrent. Et aujourd'hui, on nous dit, bon, la direction générale des impôts, la direction du trésor ont été cambriolées et autres. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Et vous pensez que l'État peut faire mieux? Peut-être on a même déjà les coupables pour cette enquête. La célérité peut aussi être menée parce qu'au niveau de la direction des impôts, même si on n'a pas d'éléments sous la main qui indiquent les points saillants, on a beaucoup tel le dossier de ce côté-là. Mais toujours été que le ministre des Finances a réagi en indiquant qu'une enquête a été ouverte. Oui, mais comme disait tout à l'heure, professeur, les enquêtes. Mais j'ai dit, on peut savoir qui a fait quoi à la direction générale du Trésor. C'est un point sensible. C'est la trésorerie générale du pays. Et comme il disait, tout cet ensemble de tous ces documents-là, quel document qu'on n'a pas trouvé? Il est où? Quand on n'a pas trouvé ici, on peut le trouver à la création. C'est un archivage, la somme de tous ces documents-là qui arrive à la finalisation de gestion générale des impôts. On sait là où le dossier a été initié et où il va. Donc, merci. On ne devrait pas davantage continuer à nous dire, bon, c'est le sujet préoccupant de l'heure. Non, le sujet préoccupant de l'heure, ce n'est pas celui-là. Ce qui est également clair dans ces différentes investigations, les montants n'ont pas été avancés. On sait bel et bien que lorsqu'on cambriole dans une direction, soit c'est des documents sensibles qu'on recherche, soit c'est beaucoup d'argent qu'on a emporté. Le ministre peut-être reviendra dans une communication spéciale sur ces éléments. Le temps pour nous, Majesté, de revoir aussi un peu, finalement, est-ce qu'il y a des complicités de manière directe? Qui voudrait voir le Cameroun dans ses difficultés profondes, aller cambrioler dans les services aussi sensibles que cela? Est-ce que, je reviens sur la question, est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Au-delà de cela, est-ce qu'on ne peut pas tenir compte à partir du moment où les effets sont perceptibles, revenir au niveau de la sécurité même, interroger les forces de défense et de sécurité qui étaient en veille le jour du cambriolage? Il y a quand même des indicateurs qui démontrent qu'on peut avoir la vérité si on veut bien la chercher. C'est exactement le travail que vous devez faire, vous les journalistes, le travail d'investigation. Et dans le travail d'investigation que vous devez faire pour éclairer l'opinion publique, il y a une question principale que vous devez poser. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Est-ce directement au coupable? Ou est-ce qu'il y a une volonté délibérée de fausser le jeu, de fausser, n'est-ce pas, les pistes? Et de fausser finalement les rapports que nous attendons tous, les rapports d'enquête qui sont actuellement en train d'être menés. Est-ce que c'est une volonté délibérée de déranger l'opinion publique? Est-ce que les ennemis du Cameroun, qui nous savons sont à l'extérieur avec certains de leurs relais ici au Cameroun, est-ce que c'est eux qui sont à l'origine de ce genre de problème pour davantage mettre, n'est-ce pas, les problèmes au Cameroun? Voici des questions que vous devez vous poser et qui peuvent sans doute participer à la découverte de la vérité. Et quant à nous, nous ne pouvons que dénoncer de manière ferme, de manière suivie, dénoncer ce genre de comportement, dénoncer cette grande criminalité qui a tendance à s'établir
dans ces grandes administrations du Cameroun, parce que vous savez que le budget du Cameroun a 2 ou 3 principaux pourvoyeurs. Dans le budget du Cameroun, il y a la direction générale, n'est-ce pas, des impôts, il y a c'est vrai, le pétrole, et il y a le trésor. Tout ce qui concourt au PIB, hein, voilà, du Cameroun. c'est ça. Lorsqu'on fait le budget du Cameroun, c'est généralement, n'est-ce pas, cette grande direction générale des impôts qui a la plus lourde recette. La plus lourde recette à apporter. Surtout au niveau fiscal. Oui, surtout au niveau fiscal. Alors, est-ce que c'est là on nous attaque à un endroit véritablement sensible? Parce que c'est grâce à ça que on peut faire fonctionner, n'est-ce pas, notre pays. Alors, donc, il faut se poser ces questions essentielles et espérer que c'est certainement les simples larbins et que ceux qui le font sont des petits criminels, mais c'est quand même curieux. C'est quand même curieux parce que la question que vous posez, c'est quand même curieux. Tel que ce siège est protégé, tel que ces sites sont protégés, non seulement par un service quotidien des gens de l'armée, mais également il y a ce qu'on appelle les vigiles, dont la surveillance. Et en plus de ça, il y a des caméras. En plus de ça, il y a des caméras. Donc, il faut avoir une motivation forte, une motivation supplémentaire pour pouvoir entrer dans ce genre d'administration, saccager 11 étages, parce que c'est 11 étages qui ont été saccagés, beaucoup de bureaux, dans 11 étages dans tous les cas. Donc, vraiment, on se pose des questions. Nous ne sommes pas policiers, mais nous devons nous poser des questions. Il n'y a même pas eu de soupçons. Tout s'est déroulé comme si de rien n'était. Les éléments qui ont trait à ce cambriolage-là, on a cassé sans rien entendre. Voilà. D'où vient cette volonté? Est-ce qu'il y a une volonté de nuisance délibérée qui vise finalement le Cameroun? Ou bien ce sont, n'est-ce pas, des larbins, des larcins qui ont tendance, n'est-ce pas, à réjaillir ou bien à impacter ce qui va se révéler sur les rapports des commissions qui sont en train d'être faites sur peut-être le Covid-Gate. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Je crois que l'avenir nous dira. Mais, comme le disaient, n'est-ce pas, nos prédécesseurs, on a juste un peu de retenue quant à la fin des différentes commissions. On espère, nous tous, que les commissions vont donner leur rapport définitif et que, n'est-ce pas, l'opinion publique nationale pourra être éclairée. C'est véritablement ces différentes positions que nous pouvons avoir face à ce genre de cambriolage, parce qu'il fallait réunir peut-être les cambrioleurs, mais on ne les connaît pas. Nous ici, nous ne sommes pas des cambrioleurs, je crois. Nous ne sommes pas des cambrioleurs. Moi, je n'en suis pas un. Les pouvoirs publics maîtrisent ce qui va être fait. Merci, Sa Majesté. D'aucuns vous diront d'ailleurs qu'on a une idée de ce qui a pu se dérouler. Ça nous rappelle également les événements survenus dans la région du littoral, il y a très longtemps de cela. La poste centrale de Bonanjo avait été cambriolée à une époque très lointaine et on ne réussissait pas à comprendre comment les cambrioleurs ont-ils réussi le stratégique coup d'emporter énormément d'argent à la poste centrale de Douala-Bonanjo, alors qu'à côté, vous avez le GMI, vous avez les services de gendarmerie nationale, vous avez tout à côté la présidence de la République, vous avez d'autres éléments qui rentrent en jeu, sans oublier les services du gouverneur tout à proximité, mais on a quand même réussi à cambrioler la poste centrale de Douala et à emporter beaucoup d'argent. On espère que cette fois-ci... Sans vous arrêter, les Camerounais sont ingénieux. Vous avez vu les images qui passent depuis avant-hier dans un établissement public, dans la Damawa, un élève a pu percer les murs en plein jour, pour entrer dans la salle informatique, pour aller chercher les appareils informatiques. Le proviseur avait déjà commencé à être soupçonné. Tout le monde soupçonnait que c'est le proviseur qui sortait l'informatique. N'eût été les caméras de vigilance, de surveillance, qui ont pu identifier l'individu qui se cachait derrière une barrière de fleurs, une haie de fleurs, et pour faire, n'est-ce pas, son acte d'infraction. C'est ça qui a pu sauver le proviseur qui était déjà soupçonné, et où on a pu identifier un enfant de 3e qui est entré pour aller prendre, n'est-ce pas, un appareil informatique. Les Camerounais sont assez ingénieux.
Donc on ne peut pas avancer, n'est-ce pas? Il faut d'abord qu'on ait des preuves sur ce que nous pourrons avancer pour ne pas accuser ceux qui seront, n'est-ce pas, soupçonnés soupçonner, même là où on peut négliger l'enquête, même là-bas qu'il faut commencer. Sa Majesté Ateba Ndoumou, des faits comme ceci qui nous rappellent tout de même que le service de sécurité, alors dans différentes administrations, est faillible et qu'il faut le renforcer. Par où devrait-on commencer l'enquête? Est-ce que par les vigiles qui ont été rattrapés ou les policiers ou les gendarmes qui étaient en faction ce jour? Est-ce qu'on doit interroger au sommet des administrations ceux-là même qui sont concernés par la gestion de ces départements ministériels et même de ces entités de l'État du Cameroun? Je crois que c'est des questions et d'autres questions et bien d'autres qu'il est temps de se poser au sujet de nos administrations publiques. Si vous vous souvenez bien, avant les cambriolages, il y a eu les incendies, la répétition également dans des administrations de même nature, des administrations stratégiques, pour des raisons demeurées jusque-là relativement mal éclairées. À mon humble avis, au risque d'être alarmiste, moi je crois que nous assistons à quelque chose qui ressemble à la fin de l'État. À la fin de l'État, et qu'il faudrait questionner davantage. Nous avons l'avantage d'avoir un philosophe sur le plateau, parce que pour moi la fin de l'État, c'est quelque chose qui s'observe au quotidien. Prenez n'importe laquelle de nos grandes administrations, de nos grandes entreprises. Vous avez quelque chose de très remarquable qui se déroule depuis de nombreuses années déjà. C'est la fin des patrons. Il n'existe plus de patrons. Dans tous nos ministères, dans toutes nos grandes entreprises, vous avez ce qu'on va appeler des chefs de clan, des chefs de gang. À côté de qui vous avez le patron, les hommes du patron. Soit qu'ils sont de son village, soit qu'ils sont de la même obédience philosophique, soit qu'ils sont dans la chaîne de la captation des opportunités. Et à côté, vous avez les autres. Je vous dis, prenez n'importe quelle administration. Prenez n'importe quel ministère, quelle grande entreprise. Mettez-vous à la porte, on vous montrera, voilà les hommes du patron. Et puis il y a les autres. C'est la fin donc de ce qu'on appelle les grands patrons, ceux qui fédéraient autour d'eux des administrations pour produire des résultats. Est-ce que cela ne se justifie pas par le record de longévité qu'ont certains patrons dans les administrations du Cameroun? Enfin, la loi est claire. Il y a des administrations. Quand un ministre arrive, il fait 3 ans. De quelle longévité parlez-vous? Je dis que c'est simplement un nouveau paradigme de gouvernance qui fait que chaque individu, chaque dignitaire qu'on affecte à la tête d'une institution, d'une administration, se préoccupe non pas tant de produire le résultat attaché au mandat de l'institution que de créer son clan, son groupe, sa secte, souvent infecte, qui se met donc en ordre de bataille contre les autres qui n'en font pas partie. Mettez qui vous voulez, faites tout ce que vous voulez, vous ne pouvez produire aucun résultat autre que les incendies et les vols. On peut aller chercher les incendies et les vols chez les gens qui veulent masquer les résultats. On peut aussi les trouver chez les gens qui veulent justement s'approprier les traces. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui veulent effacer les traces pour prendre les ordinateurs. Il y a aussi ceux qui veulent justement protéger les traces pour un jour faire chanter les autres. Donc, nous sommes dans un syndrome de fin d'État où un ensemble de chefs de gang, chefs de clan, devenus de véritables forbans, ont fait même basse sur la haute administration. De ce que, prenez tous les ministères, je suis un haut fonctionnaire moi, partout où vous passez, vous trouvez le phénomène des hommes du ministre et les autres, les hommes du directeur général et les autres. Avec ça, j'espère que ce n'est pas la même chose qu'en 10. J'espère que tout le monde ici... Rassurez-vous, ça va très bien ici. J'espère bien. Nous respectons la norme. On n'a pas normalisé les écarts. Alors, partout ailleurs, le développement de cette démarche qui veut que les patrons se muent en chef d'un groupe fait que partout dans nos administrations, partout dans nos institutions, on arrive donc à la fin de l'État pour développer des réseaux de prédation et de captation des opportunités qui font tel que, face donc à ces groupes qui sont aux affaires, les autres ne peuvent développer que des mécanismes de défense qui peuvent aller jusqu'à l'incendie des archives, peuvent aller jusqu'à l'enlèvement des ordinateurs. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet immeuble
livré il y a moins d'1 an, avec toutes les sécurités du monde, dont on vandalise 11 niveaux. Donnez-moi le nom de ce voleur, de ce braqueur qui peut partir du quartier. Non. Vous sentez bien que dans cette affaire, c'est des règlements de compte internes entre des gens qui sentent qu'ils ne sont pas du parti régnant, de l'équipe régnante, qui veulent donc régler des comptes, soit pour s'approprier les traces avec lesquelles ils vont faire chanter l'équipe qui règne, soit alors pour faire disparaître des traces. Mais c'est pour cela que je parlais du verre, qui forcément... Moi, je ne sais pas de quel fruit vous voyez le fruit. Moi, c'est parce que je ne vois pas de quel fruit vous parlez. Moi, je vous décris là quelque chose qui s'observe à l'œil nu. On n'a pas besoin d'être un grand sociologue pour entrer dans toutes nos administrations, reconnaître les hommes des patrons, les hommes qui règnent, souvent par la langue, souvent par la filiation, souvent par les obédiences, souvent par des relations privées. Vraiment, dès que vous sortez de ce paradigme-là, il n'y a plus d'État. Malheureusement, l'État ne peut pas se bâtir. L'État est fini. L'État est fini. C'est la fin de l'État qui nous conduit à ces débordements d'incendies et de vols. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la restauration de l'État, on aura toujours des vols, on aura toujours des incendies, et les enquêtes ne donneront jamais aucun résultat. Puisque qui fait les enquêtes? C'est encore les membres de la même secte, des mêmes réseaux, qui se contrôlent et se protègent mutuellement. Vous parlez de quoi? Merci. On va prendre chacun la parole pour 1 ou 2 petites minutes, le temps de conclure sur cette thématique. Je pense par vous, le professeur. Qu'est-ce qu'on retient finalement et quels sont les mécanismes à mettre en place pour éviter, pour lutter contre d'éventuels cambriolages? C'est pas le vol des beignets, marché central, n'est-ce pas? C'est le vol des grands documents. Et dans la haute administration, vous savez qui trône là-bas? C'est des polytechniciens, c'est des ingénieurs, c'est des docteurs en ceci et en cela. C'est des esprits, c'est des forts en thème qui gèrent nos administrations. Alors, quand un coup comme ça est perpétré, il faut que la police mette des enquêteurs de grand niveau, de haut niveau également. Et notre police est réputée pour être parmi les premières, les plus fortes du monde, les plus astucieuses du monde. La police camerounaise, mine de rien, elle est très réputée. Alors quand une enquête n'aboutit pas, il faut seulement savoir qu'elle n'a pas voulu aboutir. Il y a eu des blocages. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui détiennent la vérité contre le peuple. Et cette fois-ci, parce que nos institutions sont déjà attaquées, le pauvre citoyen qui paye ses impôts ne sait plus s'il est protégé par les machines de l'État, par les ingénieurs de l'État, par les polytechniciens de l'État, et le peuple est dans le désarroi. Donc pour moi, je compte bien sûr sur la sociologie dont Ateba a parlé tout à l'heure, Sa Majesté. Il y a des clans au sein des ministères qui se font des guerres atroces, meurtrières. Et ce n'est plus sur la République des clans, nous sommes dans la République des citoyens, la chose de tout le monde. À partir du moment où les sectes se sont mises dans les rouages de l'État et que l'État est devenu un État théocratique, c'est-à-dire sous adhérer le même Dieu, allez, ça passe. Si vous n'adhérez pas le même Dieu, vous n'êtes pas la même religion, allez, on vous écarte. C'est ça que j'appelle un État théocratique, et le Cameroun est presque un État théocratique. C'est les religions qui comptent là-dedans et qui se font la guerre. Et nous, les pauvres citoyens, n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Donc moi, j'en appelle à un sursaut de fierté nationale. Si nous avons véritablement la police, l'une des polices les mieux futées du monde, il faut qu'elle nous démontre le chemin. Parce qu'il y a une démarcation presque chirurgicale des 8 étages. On ne vole pas n'importe quoi dans n'importe quel étage. Donc, il y a une traçabilité chirurgicale. Il faut savoir qui a fait quoi au bas de l'échelle et qui a monté ça quand et qui a monté ça où. Il peut avoir des indices. Pour avoir les indices. Ouais. Donc, pour moi, ils peuvent les avoir. Merci, professeur. Sinon, encore une fois, je m'excuse, on dirait que c'est une affaire politique. Merci, professeur. En tout cas, ce qu'on peut retenir pour les Camerounais, c'est qu'il y a une frappe chirurgicale qui s'est opérée dans plusieurs secteurs de l'administration du Cameroun et on a du mal à vouloir identifier. Ça passe aussi par des principes simples. Donc, vous avez évoqué le sectarisme qui est l'un des éléments clés de la gestion du système. Jean-François, sur la question, les réformateurs, forcément, ont d'autres stratégies pour mieux contourner les cambriolages au Cameroun. La restauration de l'État. Sa Majesté
il l'a dit tout à l'heure, il faut restaurer, n'est-ce pas, l'esprit patriotique, le nationalisme, le panafricanisme. Vous ne pouvez pas penser que vous avez un beau bâtiment comme la Direction générale des impôts et que vous n'avez pas mis toute la sécurité nécessaire pour pouvoir contrôler cela. Et après, on vous dit quelques trucs, on a cassé là-bas, on va à la Direction générale de trésor, un point stratégique, dans la combinaison des impôts et du trésor, vous savez que ça fait toute une république. Et si on n'arrive pas à vraiment à fidéliser, à sécuriser ces zones-là, ça veut dire qu'on est où? C'est une guerre des clans. C'est des systèmes qui s'opposent. Moi, j'ai été content de suivre Sa Majesté tout à l'heure. J'ai dit, bon, j'informerai le président Binet pour qu'il soit notre conseil chez les libérateurs. Il faut nous libérer. On doit se libérer nous-mêmes. On doit revenir à la source, à l'éthique. J'ai suivi une de ses missions une fois, il parlait de l'éthique. Le problème du Cameroun, c'est l'éthique. L'éthique a foutu le camp. L'éthique. On Merci. ne fait plus rien respecter. Chacun fait comme il veut. Et c'est le pays, ce sont les Camerounais, le contribuable qui va en souffrir davantage. La preuve, la première esquisse de cette émission avait trait à l'augmentation des coûts de passeport, alors qu'à côté, on cambriole dans les caisses publiques. Difficile à gérer, Sa Majesté, avec vous. Forcément, une dernière réaction sur le sujet. Oui, il faut d'abord dénoncer ces actes de vandalisme, parce que c'est des actes de vandalisme, qu'ils soient... oui, c'est des actes très graves, c'est des actes criminels qu'il faut dénoncer et rappeler, n'est-ce pas, aux principaux dirigeants, aux principaux responsables administratifs qu'un État doit respecter certaines règles républicaines, certaines valeurs républicaines, certaines valeurs déontologiques, administratives, et que c'est dans ce sens que le président a travaillé, c'est dans ce sens que le président de la République, son Excellence Paul Biya, travaille. On ne travaille pas pour son village, on ne travaille pas pour un clan, on ne travaille pas pour une sorte de réseau, on doit travailler pour le bien de tous les Camerounais. C'est en cela qu'on a donné la responsabilité à certains Camerounais, vieux et jeunes, et de plus en plus jeunes, et de très nombreux jeunes, de travailler pour davantage sortir le Cameroun, n'est-ce pas, du sous-développement et aller vers le développement et l'émergence que nous appelons de tout neuf. Donc il faut toute proportion garder, que les gens, n'est-ce pas, se rassurent, que les gens fassent, n'est-ce pas, leur examen de conscience, que la police puisse nous aider, n'est-ce pas, à interpeller tous ceux qui se sont rendus coupables de ce genre d'infraction et qu'ils puissent être sanctionnés selon la loi. Voici le vœu que nous émettons lorsque nous constatons ce genre de choses. Et nous espérons que toutes les dispositions seront prises pour ne pas que une direction comme la Direction générale des impôts, qui nous donne plus près de 60% de notre budget, à côté, n'est-ce pas, de la Direction du Trésor et de la Direction des douanes, qui ce sont les principaux pourvoyeurs de fonds, de recettes pour le budget du Cameroun, qui est estimé au jour d'aujourd'hui à 5 milliards, c'est ça. Et les trois directions font pratiquement les 90% parce que les recettes pétrolières viennent juste, n'est-ce pas, compléter ce qu'il y a là, et puis les emprunts extérieurs viennent compléter finalement le budget du Cameroun. Donc c'est le cœur du Cameroun qui est visé. Forcément, il faut faire quelque chose. Hein. Oui, merci. Il faut que les gens le sachent. Merci, Sa Majesté, merci mesdames et messieurs de rester sur Akam 10 TV. On l'a habituellement souligné, on ne cessera de le marteler, c'est la télévision républicaine au cœur des enjeux politiques, et même sur le plan social, économique et même sportif du Cameroun. Également, c'est la chaîne baptisée, la chaîne des 10 régions du pays, parce que nous allons au cœur de la vie des citoyens camerounais. Justement, la vie des citoyens camerounais nous intéresse. La deuxième thématique proprement dite de ce dimanche porte sur la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2019, qui se joue en 2021 dans notre pays. Depuis quelque temps, une polémique enfle autour du Cameroun qui,
aura organisé sa CAN n'aura pas également d'autres pays africains qui sont engagés dans l'organisation de cette prestigieuse compétition, qui souhaiteraient d'ailleurs la voir être retirée au Cameroun, au cas de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique du Sud et même du Nigeria à côté. Mais sauf que le gouvernement du Cameroun tient véritablement sa canne à main et n'entend pas la lâcher contre vents et marées. Sa Majesté Alphonse Adéba Ndoumou, le Cameroun traverse un moment difficile. D'ailleurs, un premier glissement a été observé dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. En interne, dans la gestion des affaires sportives, le Cameroun en lui-même a maille à partir avec son organisation. D'ailleurs, on parle de l'entraîneur Konsé Sao qui pourrait peut-être quitter le banc des Lions indomptables dans les semaines qui arrivent. Notre polémique qui naît dans ce Capharnaüm, dans cette jonction d'idées assez fortes. Comment comprendre le Cameroun? Est-ce qu'on a encore la force nécessaire alors qu'on réussit quand même à convaincre par la qualité des infrastructures, même si le stade Olembe pour l'instant pose encore des problèmes? Va-t-on conserver notre CAN ou alors il y a de fortes chances qu'elle nous soit retirée? Alors, je ne sais pas, disons que, à part les tourments internes qu'on évoquait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que le Cameroun ait plus de problèmes que ça. Et si problème il y a, il porte pour moi un nom. C'est un problème de communication publique. Quand vous regardez ce qui se passe, vous voyez en œuvre la volonté de tuer l'information en la brouillant par des bruits. Mais en fait, qui a parlé du retrait de la CAN au Cameroun? Qui l'a dit? Personne du point de vue des instances compétentes. La question n'est même pas à l'ordre du jour des débats. Mais ce n'est pas la suspicion parce que les Camerounais, enfin, la les cérémonie, Camerounais justement vivent de le suspicion. tirage au sort renvoyé qui voudrait dire que le Cameroun on forcément a renvoyé a un la CAN problème. elle-même. Que de choses renvoie-t-on en ce moment si en raison du contexte sanitaire? Non. En fait, le Cameroun est victime de ses propres tourments internes. Ses compatriotes qui sont tellement préoccupés de voir l'image du Cameroun noirci partout, en tout, qui ont prépositionné des troupes partout à travers le monde pour dire tout le mal possible de leur pays. C'est de ça que le Cameroun souffre. Mais enfin, moi, je fais de la logique formelle. Et récemment, j'ai vu une mission de la CAF qui est venue ici. J'ai écouté leur discours à la fin, qui disent que le Cameroun est aujourd'hui capable d'organiser toutes les compétitions internationales possibles en matière de football. Enfin, qui mieux que eux peut le dire? De quoi parlons-nous? En fait, les Camerounais sont en monologue de déchirement avec eux-mêmes. Entre ceux qui pensent, ça me rappelle, non, les Camerounais sont terribles. Disons que les Camerounais considèrent que est-ce qu'ils si n'ont nous pas le devions droit de organiser s'inquiéter? la CAN 2021, cela bénéficierait prioritairement au pouvoir. Point. Et pour ne pas que la CAN bénéficie au pouvoir, on fait tout. Le tout pour le tout, pour ne pas que le Cameroun accueille cette CAN. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes donc dans un paradigme de l'alternance au pouvoir à tout prix, à tous les prix, y compris au sacrifice de tout le pays. Enfin, ces gens-là qui vont sacrifier le pays, ils vont diriger quoi? Ils vont régner sur quoi quand ils prendront le pouvoir? C'est à ce niveau-là que se pose vraiment le problème que le frère évoquait, un problème de patriotisme. Monsieur Biya, tout comme le RDPC, un jour passeront la main. On ne peut pas sacrifier le Cameroun, tous les acquis du pays, parce qu'absolument il faut que X ou Y arrive au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Je résume. La CAN 2021 du Cameroun, pour l'instant, du point de vue objectif, n'a aucun problème. Le seul problème que cette CAN a, c'est que des Camerounais nombreux, établis en troupes prépositionnées sur tous les endroits d'influence, entretiennent un discours haineux, un discours destructeur contre leur pays. Personne, du point de vue des instances compétentes de la CAF, de la FIFA, n'a remis en cause la CAN du Cameroun. Et si des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud ou le Maroc aujourd'hui donnent de la voix, mais enfin, ils font écho au discours des Camerounais. Ce n'est pas une initiative marocaine, ce n'est pas une initiative algérienne. C'est l'écho qui vient des profondeurs internes qui fait dire aux autres, mais tant qu'à faire. Si les Camerounais disent ça de leur pays, ça veut dire qu'il y a effectivement matière à prélever quelque chose dans cette affaire-là. Alors les gars se positionnent pour dire, ok, donnez-nous ça. Enfin, c'est ce même Maroc qui a refusé d'organiser tant de compétitions internationales au nom du Covid. D'où vient-il aujourd'hui que le Covid n'est pas fini? Non, que les Camerounais réapprennent à faire le distinguo entre le pouvoir qu'ils veulent renverser et le Cameroun qui doit demeurer. Je crois que cette confusion qui dure entretient un malaise qui fait tel que, pour ma part, foi, je parle sur la foi d'une autorité traditionnelle qui est là,
le Cameroun accueillera sa CAN 2021 comme il était écrit et comme il a été dit. Point. Et en espérant que le 6 janvier prochain, la compétition véritablement prendra corps. Hein. J'ajoute à votre argumentaire la réaction du président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbonjoya, qui dit notre pays abritera la Coupe d'Afrique des Nations dès janvier 2022. La FECAFOOT est mobilisée aux côtés de l'État pour faire de cette fête de football une grande première en Afrique, ainsi que le souhaite le docteur Patrice Motsepe, lui, qui est président de la Confédération africaine de football. Mais sauf qu'il y a des inquiétudes qui persistent. Lorsqu'on va dans la région du Nord Cameroun, par exemple, le stade de Garoua, il y a des problèmes qui ont eu trait à la passation des marchés, n'est pas totalement livré. Il y a de ce fait à Yaoundé. Serge, j'ai été à la Coupe du Monde du Brésil. Les Camerounais ont vu le premier glissement. Hein. J'ai été à la Coupe du Monde du Brésil en 2014. Pendant que nous entrions au stade au Brésil, les ouvriers étaient en train de travailler dans les gradins, partout. Vraiment, je crois que c'est un phénomène universel. J'ai regardé la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Pendant qu'on jouait les matchs, les ouvriers continuaient. Vraiment, ce ne sera pas une nouveauté si le Cameroun continue de travailler le 6 janvier et après. Que les Camerounais nous laissent un peu attendre la CAN sereinement. Et pour le stade d'Olembe, on parle... Vous n'avez aucune preuve que le stade d'Olembe ne serait pas fini. Personne n'a aucune preuve, à part les fantasmes des Camerounais qui, justement, redoutent par-dessus tout que ce stade, comme par accident, baptisé Stade Paul Biya, finissent et puissent accueillir la finale de la CAN. Enfin, c'est une hantise. C'est de ça qu'il s'agit et rien d'autre. Que le stade Paul Biya accueille le match d'ouverture de la CAN et la finale de la CAN, un stade s'appelant Paul Biya. Voilà le problème. Certaines personnes voulaient retirer ça au Cameroun. Je ne sais pas, ils veulent retirer tout ce qu'ils veulent, mais je vous dis, mettez le doigt là où ce problème se trouve. Le problème, c'est qu'un stade s'appelant Paul Biya va accueillir le match d'ouverture de la CAN. Et probablement la finale que le Cameroun va jouer. Voilà le problème des Camerounais qui aujourd'hui éructent dans tous les réseaux sociaux, se saisissent de toutes les tribunes d'opportunités pour dire des méchancetés sur leur pays. Et d'autant plus que personne ne gagne rien. Avoir son État être mal. On a fait le tour de plusieurs pays dans le monde. On a vu le patriotisme. Aujourd'hui, on pense que certains gagnent à voir leur pays être mal vu à l'étranger. Espérant que ça va passer. Justement, avec le professeur, on va essayer de comprendre davantage pourquoi cet anti-patriotisme qui remonte au devant de la scène alors que la compétition en elle-même n'a même pas encore débuté. Il y a eu un premier glissement, mais la compétition n'a pas eu lieu le jour dit tel qu'indiqué par le chef de l'État du Cameroun. Est-ce que c'est ça qui peut marquer les craintes des Camerounais qui déjà pensent qu'on peut leur retirer? Est-ce que cet esprit fébrile qui anime les Camerounais dans cette perspective-là n'est pas le bienvenu? Comment faire pour se départager de l'antipatriotisme au moment où on attend à accueillir un événement de très grande envergure comme celui-là? Oui, l'antipatriotisme dont a parlé Sa Majesté Ateba tout à l'heure est là. On veut donner du Cameroun une très mauvaise image d'un pays qui n'est jamais prêt. Mais d'un autre côté, il y a les Camerounais eux-mêmes qui ne font aucun effort pour crédibiliser leur organisation. Avant le glissement, il y avait toujours un discours d'assurance. On assurait tout le monde qu'il n'y aurait pas d'accident. La coupe aura bel et bien lieu. Et de visite en visite, on a commencé à douter jusqu'à ce qu'on a proclamé le glissement. Et tout récemment, des assurances ont encore été très officiellement servies au peuple camerounais, à l'opinion internationale, par les gestionnaires attitrés du football. Qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, le discours est plus véridique, plus assurant que le premier et qu'il n'y aura pas un autre glissement? Alors je dis, à moins d'apporter des anges pour venir gérer le Cameroun, je crois que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si les gestionnaires d'aujourd'hui sont intéressés par les rétro-paiements, si les Camerounais d'aujourd'hui ont la même mentalité que les Camerounais d'hier ou d'avant-hier, ça va toujours glisser. Alors je me dis, d'où viendra ce sursaut? D'où viendra ce supplément d'âme pour que les appâts du gain s'endorment
et que l'intérêt supérieur de l'État seul prévale. D'où viendront-ils, ces hommes-là, rares, qui vont faire prévaloir les intérêts collectifs? Et donc les préoccupations des Camerounais sont légitimes. Bien sûr, c'est notre gentil défaut, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chacun doit prendre sa part. Ceux qui gèrent nouvellement la Coupe d'Afrique aujourd'hui n'ont pas encore pris leur part. Vous n'allez pas leur demander, eux, de partir sans prendre leur part. Finalement, ça devient ce que l'autre a appelé du mapartisme. Je crois je cherche mon intérêt. C'est notre pratique habituelle, c'est notre défaut mignon de prendre chacun sa part. Le mapartisme, professeur. Un Camerounais ne peut pas aller faire du travail, produire des résultats, sans prendre sa part. Parce qu'au village, on ira se moquer de lui. Toi, tu étais là devant. Qu'est-ce que tu as ramené? Alors chacun ne pense qu'à ça. Parce qu'on va dire le candidat-on du village. Mais il faut dire quand même, prenne sa part. Il faut dire que vous êtes quand même la personne qui a initié, même si d'aucuns veulent rattraper cette manière de voir. Le mapartisme vient profondément de vous. Mais est-ce qu'en l'état, on sait bel et bien que les Camerounais se sont offusqués de ce qu'il y a eu un peu plus de 1000 milliards engloutis dans la gestion de cette canne, qu'il n'y a pas eu de traçabilité véritablement dans les fonds. Et aujourd'hui, on voudrait redonner cette même confiance. Et lorsqu'on sait également que l'étape première, dans l'annonce même de la construction, il s'agissait d'un complexe sportif qui habiterait des magasins, des hôtels entre autres. Voilà. Nous avons rencontré un accident de gestion. Ça n'a pas été, la plaie n'a pas été bandée. Et on reste en compétition avec un pied boiteux. On continue avec un pied blessé, purulent et tout ça. On continue avec les mêmes malades. Alors c'est un petit problème, je ne sais pas. C'est lié au sectarisme, c'est lié à la prudence démocratique, à la prudence gestionnaire. C'est lié au goût de la stabilité à tout prix. C'est lié à quoi? Il y a des fautes, il faut la sanction. Le binôme, voilà pourquoi le Cameroun croule. Ils ont rompu le binôme de la faute et de la sanction, du crime et du châtiment. Tant qu'on ne veut rien appliquer, eh bien, on aura toujours les mêmes maladies. Les mêmes maladies, cette fois-ci. Donc, ce qui réussit à réunir les Camerounais, même dans leurs moments les plus difficiles, le sport, le football, c'est un sport roi dans notre pays. C'est celui qui peut encore déchaîner autant de passion au-delà des difficultés rencontrées par le pays sur le plan sécuritaire, même dans la gestion de cette crise que traverse donc le Cameroun relativement à la pandémie coronavirus. Le ministre de la Santé publique rappelait encore à travers des chiffres sur sa page tweet que ça va de plus en plus mal. Il y a une résurgence de cette pandémie dans notre pays. On aura l'occasion d'en parler. Jean-François, le Cameroun et les Camerounais avec attendent de l'organisation de cette compétition prestigieuse. Le docteur Motsepe, c'est la première fois tout de même qui va participer à l'organisation d'une cérémonie aussi suivie comme celle-là sur le territoire camerounais africain. Est-ce que les Camerounais sont-ils conscients des avantages qu'il y a dans l'organisation d'une compétition comme celle-là? On voit beaucoup se déployer sur le terrain, des étrangers qui arrivent, ça fait beaucoup à gagner sur le plan touristique et même la découverte, et ça permet à l'État davantage de sécuriser les zones qui sont menacées par des batailles imposées à l'armée camerounaise, le cas des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il y a aussi de ce que la question économique est assez importante. Beaucoup de personnes ont investi dans les hôtels, dans les infrastructures. C'est l'occasion ou jamais de pouvoir rentrer en possession de son dû. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les Camerounais peuvent-ils en ce moment changer la manière de voir, de regarder d'abord leur pays avant de condamner les dirigeants? Le changement de paradigme s'impose. Nous avons dit tout à l'heure le patriotisme. Nous ne sommes plus. Beaucoup de nos confrères ont perdu le sens du patriotisme. Vous savez, la CAN, c'est un élément de marketing. La CAN, c'est une opportunité. La CAN 2019 que nous avons vu glisser entre nos mains, comme vous l'avez dit tout tantôt, a fait perdre, sur le plan économique, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont tombés, qui ont perdu leur capital à cause de cette CAN, parce qu'ils ont misé que c'est une opportunité. Et d'opportunité en opportunité, nous commençons à nous effriter. Les gens commencent à ne plus croire, effectivement. Parce qu'en fait, le mapartisme tel qu'on le définit là,
les gens ne pensent qu'à leur gain. Qu'est-ce que je gagne dans cette affaire? Or, la CAN, elle se profile, elle glisse en 2019, elle est projetée pour janvier 2022. Il devait avoir le tirage au sort, ça a été reporté. Il y a beaucoup d'ensemble d'événements. Mais en fait, qui est au centre? Mais comment les Camerounais paniquent déjà, simplement parce qu'il y a un report de la cérémonie de tirage au sort? On voit déjà comment la CAN va glisser une fois de plus entre les mains des Camerounais. C'est très important. C'est très important parce qu'en fait, il y a deux éléments majeurs, deux acteurs majeurs. Il y a l'Africa Foot, il y a le ministère. Voilà les deux qui n'arrivent pas à harmoniser leur jeu. Et c'est par là que toutes les flux dont parlait Sa Majesté Activa tout à l'heure viennent. C'est eux qui alimentent les populations, qui leur disent « Oh, tel groupe est avec tel groupe, tel est avec l'autre, donc il ne faut pas que ça marche. » Donc vous voyez que là, la fibre patriotique, elle est complètement dissoute. Donc maintenant, là, le président de la CAF veut maintenant s'approprier elle-même la compétition. Il y aura compétition. La CAF a dit « Le Cameroun va organiser, cette fois-ci, c'est la CAF qui le dit, vous allez organiser cet événement. Mais moi-même, c'est moi qui vais le surveiller. C'est jamais sous le contrôle de la CAF, ce sera plus sous le contrôle du Cameroun, on peut le dire ici. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous commençons, la guerre des clans amène des institutions à vouloir maintenant venir supplanter le gouvernement pour gérer une compétition parce qu'on ne peut plus la retirer au Cameroun. On dit le Cameroun va gérer la CAN, mais ce n'est pas le Cameroun qui va la gérer sur le plan organisationnel. Le Cameroun participera quand même avec les infrastructures. Oui, puisqu'en fait les infrastructures sportives sont prêtes. C'est des infrastructures routières, sanitaires, celles-là, bon, la CAF a dit elle ne s'en occupe plus. De toutes les manières, je vais faire la CAN au Cameroun. C'est mon événement, c'est mon marketing. Merci. En tout cas, derrière l'organisation de cette compétition, Sa Majesté, il faut tout de même dire que les Camerounais eux-mêmes doivent... Oui, allez-y, pour sortir. Je dis qu'en fait, à cet effet, la CAF, je crois qu'elle a déjà envoyé, il y aura une mission du 14 qui va arriver le 14 pour pouvoir, n'est-ce pas, implanter effectivement un bureau CAF au Cameroun pour gérer cet événement. Donc la CAF s'est saisie de son événement pour dire, je ne veux plus laisser, vous ne veux plus vous laisser gérer ça comme vous avez fait vos histoires avant. Moi-même, je vais, et vous allez mettre de l'argent. Et la CAF, finalement, qui se saisit de l'organisation de cette prestigieuse compétition, cela marque et justifie les craintes des Camerounais. On a eu l'occasion de le relever sur ce plateau. Il faut également dire que le renvoi, pour certains observateurs de la scène sportive au Cameroun, le renvoi était dû forcément au changement du slogan ces derniers temps avec l'intervention de Total dans l'organisation sans publicité de cette compétition-là. Et le changement du logo en interne, au niveau de la CAF, ça a pu faire renvoyer cette cérémonie du tirage au sort. Mais le camp ont fait forcément les Camerounais qui rendent le mauvais écho de leur pays en disant qu'il s'agit des stades qui ont été à la base du renvoi de l'autre côté de la cérémonie du tirage au sort, alors que ça n'avait pratiquement rien à voir. La CAF s'entend donc cet événement se dérouler peut-être sans garantie, choisit de prendre le taureau par les cornes. Sa Majesté, lorsqu'on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'au-delà des suspicions dans la manipulation des fonds relatifs à la gestion de cette compétition, il y a une question de crédibilité qui se pose en ce moment vis-à-vis des gestionnaires de la fortune publique au Cameroun. Comment expliquer qu'on soit arrivé jusqu'à ce niveau? Il faut d'abord savoir que la CAN est une compétition qui appartient à la CAF, à la Confédération africaine de football. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et j'aurais dû commencer par là, il est temps de remercier le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a eu l'ingénieuse idée, n'est-ce pas, de doter le Cameroun des infrastructures sportives modernes. Grâce à la finition du stade de Lembe, le Cameroun va définitivement basculer dans la modernité des infrastructures et être sans doute au premier rang ici en Afrique, au premier rang des pays qui ont des infrastructures sportives modernes et parmi les plus grands dans le monde. Ça, c'est une deuxième chose. Maintenant, comment préserver cet acquis, comment profiter de cet acquis malgré les oiseaux de mauvais augure qui
qui en existent, qui sont, n'est-ce pas, en train de s'aimer le trouble, parce que croyant que lorsque le stade Paul Biya de Lembe va arbitrer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera un problème personnel. Non, c'est un problème pour tous les Camerounais. C'est une vision qui sera partagée par tous les Africains. C'est une opportunité qui existera pour tous les Africains. Donc, nous savons que les problèmes qui ont été créés, vous avez parlé du logo qui a changé. Certes, le logo a changé. Il y a juste un certain nombre, nous croyons, de rattrapage à faire. Vous avez vu tout à l'heure l'éditorial de Cameroun Tribune qui a bien précisé que la CAN va se jouer effectivement au Cameroun. Et même quelques journaux qui l'ont dit parce que le ministre l'a dit. Maintenant, est-ce que le ministre s'accorde bien avec la FECAFOOT? C'est ce que nous souhaitons tous pour que la compétition qui est prévue soit... Mais pour ouvrir ce petit pan-là, cette petite parenthèse entre ces entités qui gèrent le football au Cameroun, vous savez bel et bien que la polémique n'est pas encore terminée de ce côté, dans l'organisation du championnat local, entre la FECAFOOT et le ministère. Ça va toujours dans tous les sens, hein, même si on a marqué une petite pause et que le président Seydou Mbonjoya, d'aucuns ne reconnaissent pas son autorité dans la gestion du football camerounais. À côté, vous avez le comité provisoire de 2009, conduit par le sénateur Albert Bida. C'est une autre paire de manches. Il y a des batailles ouvertes à ce niveau entre ces différentes entités. Est-ce que finalement, la CAF prend cette décision parce qu'elle n'a plus confiance aux administratifs du Cameroun, et c'est parce qu'elle n'a plus confiance et elle ne voudrait plus voir glisser cette compétition une fois de plus, et en rendant bien sûr cet hommage au chef de l'État camerounais qui a mis énormément de moyens pour réussir à avoir de telles infrastructures en quelques années. Il faut tout de même dire que les organisations internationales en charge de la gestion de football, la FIFA par exemple, a apprécié énormément les efforts qui ont été consentis par le Cameroun à ce niveau. Oui, c'est pour cela, c'est bien à vous, journalistes, grands journalistes, déjà de reconnaître que les infrastructures sportives camerounaises sont les meilleures en Afrique et font partie des meilleures dans le monde, et reconnues par les autorités FIFA, donc, et par la CAF. C'est une bonne chose. Maintenant, les petites frictions qu'il y a entre la FECAFOOT et le ministère, vous l'avez dit, c'est dû au fonctionnement du championnat, à l'argent que le ministère doit verser à la Ligue de la part du gouvernement. Bon, le ministère estime effectivement qu'il faut un compte d'emploi bien approprié. Moi, je crois que c'est là-bas que se trouve le problème. Un compte d'emploi bien approprié pour savoir comment est-ce que l'argent que l'État verse à la FECAFOOT, comment l'argent est utilisé. Je crois que c'est à bon droit, parce que de plus en plus, il faut faire attention. Il y aura de plus en plus, n'est-ce pas, la transparence dans les comptes publics. Maintenant, si la CAF se ressaisit de son dossier, il faut savoir que la CAN appartient effectivement à la CAF et que ce soit la FECAFOOT, que ce soit le ministère, ce sont des institutions qui doivent accompagner la CAF pour que la compétition soit bien organisée au Cameroun. C'est tout à fait normal que la CAF... Et c'est tout à fait à l'honneur de notre pays. Hein. Et c'est tout à fait à l'honneur de notre pays. Je vais également ajouter... Je ne reviendrai pas sur la non-légitimité ou l'illégitimité, n'est-ce pas, de la FECAFOOT ou pas. Je crois que organisons d'abord notre CAN et dès lors que nous aurons fini d'organiser notre CAN, nous allons nous regarder dans les yeux au besoin de dissoudre la FECAFOOT. Sa Majesté est difficile. Hein, oui, non, au besoin de dissoudre la FECAFOOT, s'il le fait, remettre... Il y a eu des comités provisoires. Oui. Ça n'a jamais été véritablement ce qui est attendu par les Camerounais. Les problèmes ne sont jamais finis. Le contentieux n'est jamais fini. Le contentieux n'a pas encore été évacué entre le comité provisoire dirigé par Albert Bida et n'est-ce pas, le président Bombo Zoya. Ça n'a pas été évacué. Nous espérons que l'urgence actuellement, c'est d'organiser notre CAN. Dès lors que la CAN sera finie, je crois que nous allons nous asseoir et nous allons régler une bonne fois pour toutes ce problème de FECAFOOT
qui casse les pieds aux Camerounais. Ah, si seulement le ciel pouvait vous entendre, et lorsqu'on sait encore combien les Camerounais tiennent à cœur les activités liées à ce même football-là, on sait également que la traçabilité, les questions que les équipes de football du Cameroun soient transformées en entreprises, en respectant également le fonctionnement dans l'ensemble, d'autant plus qu'on sait que beaucoup de dirigeants de football au Cameroun gèrent à l'emporte-pièce avec des joueurs qui n'ont pas de salaire, mais qui ont des responsabilités énormes en famille. Comment réussir à briser le mythe? Tout à fait, c'est ce qui fait mal. Nous tous, nous sommes Camerounais. Vous savez, et le football utilise plein de jeunes qui sont soit des responsables dans leur famille, ça peut être des grands frères, ça peut déjà être des pères de famille. C'est tout à fait normal que, comme ils sont en train d'être employés par le football, qu'ils soient bien rémunérés par le football. Et généralement, l'argent qu'on met à la disposition de leur président de club n'est pas toujours utilisé à bon escient. Ça, c'est des choses à dénoncer. Il faut absolument qu'on puisse restructurer ce genre de choses, trouver un canevas qui puisse permettre que l'argent qu'on doit verser aux joueurs arrive directement aux joueurs. C'est la raison pour laquelle il faut réorganiser un certain nombre de choses. Et de plus en plus, nous n'allons plus tenir. On ne peut plus continuer à faire vivre ces enfants de cette façon et laisser la responsabilité au président de club de faire n'importe quoi sans leur dire quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Et ça ne doit pas continuer. On doit arrêter ce genre de choses. Je suis content, je suis d'autant plus content que ça sorte de vous parce que vous avez beaucoup encouragé l'État dans la gestion. Maintenant, on se souvient encore au plus fort de la bataille entre le général Pierre Semengue et le président de club qui n'entendait pas l'accompagner. Beaucoup avaient même d'ailleurs demandé sa démission à la tête de la Ligue, mais sauf que lorsqu'il a dit qu'il fallait la traçabilité, il avait remis plus de 50 millions aux différents présidents des clubs et que justifier l'utilisation de l'argent, alors qu'il sait bel et bien qu'il a reçu des plaintes des footballeurs des différents clubs du Cameroun. Tous ces présidents, la majorité, sont entrés en brousse. Personne n'a jamais démontré comment les 50 millions en question avaient été utilisés. Finalement, avant d'organiser la CAN, je vous reviens, Sa Majesté, je suis avec Sa Majesté Ateba Ndoumou sur la même question. Comment le football, la CAF, va-t-elle réussir à avoir une fierté en voyant cette compétition être organisée dans notre pays, le Cameroun, alors que les problèmes du football se posent avec acuité au Cameroun, entre la fédération et le ministère, ça va mal. Des problèmes d'argent, des problèmes d'ordre infrastructurel. L'État, parfois, reste impuissant. Le ministère regarde sans pour autant avoir la main mise qu'il faut. Le chef du gouvernement, à un moment, a essayé d'arbitrer. Rien ne va toujours dans le bon sens. Mais comment penser avoir une meilleure compétition alors qu'il y a des batailles qui subsistent? La CAF a-t-elle raison de venir s'accaparer cet événement? Il m'a été donné, dans une vie antérieure, de suivre ce dossier de manière assez proche. La leçon personnelle que j'en ai tirée, qui peut justifier l'impasse actuelle qui pourrait durer, c'est qu'au-delà des proclamations de principe, le football est une mafia planétaire unique. Le football est une mafia planétaire unique. De Zurich à Yaoundé, c'est une mafia planétaire unique. Quand vous n'êtes pas reconnu au régiment, vous avez beau faire, ça n'avancera pas. Regardez la FECAFOOT avec les comités de normalisation. Joseph Owona, qui a écrit plusieurs constitutions des États, a été appelé un jour au secours de la FECAFOOT. Il a sorti un texte sur la FECAFOOT, lettre de félicitations de la FIFA, lequel texte a été proposé à plusieurs autres pays africains comme texte de référence pour l'organisation du football. Quelques temps après, patatras, ce n'est plus assez beau pour le Cameroun. Pourquoi Joseph Owona n'est pas reconnu au régiment? C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qu'il faut pour participer, pour communier dans la mafia du football. Du coup, tout le texte a été vendangé. Après, on a mis Maître Abi, qui est venu, soutenu, très introduit. Enfin, on n'est pas plus avancé aujourd'hui. Est-ce que la CAF a des raisons de s'accaparer de notre football? Moi, je ne sais pas trop. Enfin, qui en a le droit? Est-ce que la FIFA, elle, a des raisons d'imposer un président à la CAF? Regardez comment ça va en Chine. La FIFA décide de qui va présider à la CAF et la CAF décide de qui
brisé le destin de la FECAFOOT, parce que c'est une mafia planétaire unique dont l'argent circule suivant une codification ad hoc, qui est telle que... Enfin, je vais vous prendre un autre exemple. Regardez un individu comme Joseph-Antoine Bell. Est-ce qu'il y a vraiment de quelqu'un de mieux connu que Joseph-Antoine Bell dans le milieu du football? Pourquoi n'arrive-t-il pas à prospérer à la FECAFOOT? C'est qu'il n'est pas assez discipliné par rapport à la codification interne qui permet des circulations spécifiques d'un ordre spécifique. Donc, quand vous n'êtes pas reconnu dans cette affaire-là, vraiment, appelez tous les juristes que vous voulez, appelez tous les experts que vous voulez, ça n'avancera pas. Si j'étais le Cameroun, je sortirais de la CAF et de la FIFA pour un moment, pour organiser le football. Un peu comme plusieurs pays l'ont fait, ça a été fait au Nigeria. Si j'étais le Cameroun, je sortirais parce que là, il faut savoir, et je peux le dire sur la foi de ceux que j'ai observé cette affaire-là longtemps, le Cameroun est retenu en otage par des intérêts d'une association privée de droit suisse qui s'appelle la FIFA. Et on n'en sortira pas. Le TAS, ils y sont tout le temps. Ils y sont tout le temps. Regardez tout l'argent qu'on met dans le TAS, dans les procédures au TAS. Qui dit le droit? Après, qui désavoue le droit? C'est les mêmes qui, à l'intérieur, disent que ce n'est plus assez bon. Le président de la FECAFOOT parle du milliard dépensé chaque année. Mais enfin, de quoi parlons-nous pendant que les Camerounais crèvent? C'est vrai que c'est une industrie du loisir, mais aucune industrie, fût-elle du loisir ou je ne sais plus, n'a pas le droit de prendre en otage un État souverain. Quand il faut mettre de l'argent, l'État a son mot à dire. Mais quand il faut demander qu'est-ce qu'on fait de cet argent, l'État n'a plus le droit de parler. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez le nombre de fois le Cameroun a été appelé à la Coupe du Monde. Personne ne vous dira jamais qu'est-ce qui est sorti de cette participation et comment ça a été géré. Surtout l'État n'a pas le droit de demander. Mais quand il faut payer, l'État a le droit de payer. Vous parlez de quoi? Merci, professeur. Cette mafia planétaire unique qui nous tient otages doit être démantelée un jour par une voie et une autre. D'autres pays l'ont essayé. En fait, il en est de la FIFA comme du FMI. Il y a des pays qui un jour se sont levés, on dit stop là. Et ils ne sont pas tous morts. Je pense qu'un jour, il faudra dire stop au tandem FIFA-CAF pour que le Cameroun sorte vivant de cette épreuve. Merci. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'on essaye de normaliser l'écart et d'écarter la norme à vous écouter de plein fouet dans cette dynamique et beaucoup plus mettre en avant le mapartisme. C'est ce qu'on retient. Je ne vais pas te laisser dire ça longtemps. À l'échelle de ce qui se fait au niveau de la FIFA-CAF, le Cameroun est un enfant de la maternelle. Voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette deuxième thématique. Nous abordons la troisième thématique à l'instant. Nous parlons de la France, l'événement qui a suscité beaucoup de passion cette semaine. C'était naturellement dans la Drôme. Le chef de l'État français Emmanuel Macron, dans le cadre de la visite qu'il a entamée dans certaines régions françaises, a reçu une gifle d'un compatriote de 28 ans avec un casier judiciaire vierge. Mais que comprendre de l'attitude de ce jeune compatriote français? On essaiera de réfléchir sur la question avec Jean-François. Avec vous, j'ouvre cette thématique qui soit nouvelle. Est-ce que le geste peut-il être traduit par une forme de trahison donc vis-à-vis de la France qui vit ces derniers temps des actes de barbarie et de violence? Est-ce que c'est la résurgence de l'extrémisme qui renaît à travers l'acte qui a été posé? Quelle signification? Est-ce à dire que la France est au bas de la discipline et même des regrets profonds qui soient pour ceux qui ont voté le chef de l'État il y a quelques années, voilà, et que l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, devra encore faire face à ces mêmes électeurs en France? Oui, la gifle président français nous interpelle tous, et beaucoup plus les Français eux-mêmes. C'est la démocratie. C'est eux. Et je crois qu'à ce moment-là, tous ont été unanimes de reconnaître que le président, c'est une institution, que la gifle, c'était de trop. Il ne fallait pas gifler le président. Mais seulement, au-delà de tout cela, quand vous avez suivi le garçon, quand il passe au tribunal, son essai de casier, vous avez dit tout à l'heure, vierge, ça veut dire que ce garçon qui a eu le bac, avec un peu de difficulté, il n'a pas pu, n'est-ce pas, s'insérer dans le champ économique.
par hasard, n'est-ce pas, commence à faire des acrobaties. Donc en fait, il s'interroge lui-même, il se dit, mais est-ce que c'est de la même France dont il s'agit? Moi, je ne peux pas avoir accès à l'emploi. Les autres ont accès à l'emploi. Mais il voudrait traduire sa colère en allant gifler une institution. Quel courage il a eu pour le faire. En fait, la démocratie, c'est quand même... Au Cameroun, on ne peut pas s'imaginer. D'abord, nous prenons... Bon, chez nous ici, c'est une culture. Non, une gifle... Justement parce que physiquement... Non, au Cameroun, on ne peut pas donner... Ce couloir-là ne peut pas être offert au chef de l'État qu'il aille faire ce genre de bain de foule. Ce n'est pas permis, c'est notre chef de l'État. Il fait les bains de foule, souvent il salue les populations. Non, mais sauf que ce sont des bains de foule très contrôlés, très surveillés. Très bien surveillés, il y a toute notre sécurité qui est tout autour. Ici, Macron a pris un risque. Comme il est en campagne, il veut se vendre. Il oublie que pour se vendre, il y a des gens qui ont porté beaucoup d'estime en lui et qui sont déçus. Et qui sont déçus, particulièrement ce garçon. Il a dit, lui, il a beaucoup cru en lui, mais à la fin, il se demandait qu'est-ce qui peut m'arriver un jour de l'avoir en face. Voilà. Finalement, l'opportunité est arrivée. Il est venu face à lui et il lui a appliqué la gifle. Merci, c'est un autre regard. Hein. Professeur Hubert Molo-Njana, c'est vrai que le geste est allé de manière assez rapide. On a vu le chef de l'État prendre une course, déjouer pratiquement tout le protocole, aller vers un individu qu'il ne connaissait pas, qu'il ne maîtrisait pas. Il a tendu la joue par 2 fois, peut-être dans l'intention de le prendre entre ses bras. On peut lire entre les lignes ce qui s'est déroulé. Et très loin le protocole de l'État, dont la garde rapprochée du chef de l'État n'était pas à proximité du geste. Et la main est partie. Le chef de l'État reçoit la claque. Il va sur le côté. L'aide de camp essaie de le ramener. Il force pour aller vers la bagarre ou alors pour le rencontrer. Finalement, ça traduit quoi? Est-ce que ce n'est pas pour certaines personnes une sorte de mise en scène lorsqu'on sait que le chef de l'État français est au bas des sondages ces derniers temps en France? Je crois plutôt que c'est une mise en scène tragicomique. C'est une tragicomédie. Vous ne pouvez quand même pas concevoir qu'avec tous les barbouzes qui est autour d'un chef d'État français, il peut recevoir une gifle. Parce que la gifle met quand même quelques secondes. Elle prend un peu d'espace avant d'atterrir. Et les babous sont plus rapides. Ils devraient être plus rapides d'après la formation, d'après l'entraînement reçu, pour empêcher n'importe quel chef d'État de recevoir une gifle de cette nature. Alors je crois que c'est donc une mise en scène pour redonner du poids à un président en campagne. Un président en pleine campagne a besoin... Derrière cela, est-ce qu'on voit son humilité? Parce qu'il a reçu 4 mois de prison, hein, je veux dire, pour celui qui est l'auteur de la gifle. Est-ce que le chef de l'État français a voulu se laisser menacer par la France, ou alors par les Français, en indiquant que la violence que le pays subit, elle est tributaire de tout un chacun, que ce n'est pas seulement les autres? La sanction est légère. Tout à fait. Elle est plutôt légère par rapport à la gravité du geste. Le général de Gaulle, passant sur les Champs-Élysées, avait entendu quelqu'un lui dire « Coucou !» On a arrêté le mec qui avait dit « Coucou !» au passage du général, on l'a amené. Il a dit « Non, je voulais signaler à mon camarade qui était en face que le président est en train d'arriver. » Au tribunal, il n'a pas pu prouver à qui il voulait parler. Il avait seulement dit « Coucou !» Lui n'a pas porté une gifle. On l'a sanctionné sévèrement. Celui-ci a porté la gifle. On lui a donné une sanction légère. Ça veut dire que le coup a marché et il ne faut pas aussi qu'il s'en sorte comme ça parce qu'il faut continuer à jouer le jeu jusqu'au bout. Il est donc écopé de ce dont il a écopé. Mais pour la symbolique même du geste, on peut aussi croire de notre côté que si ce n'est pas une comédie, le pouvoir est dans la rue. Les démocraties sont en déperdition. On ne peut pas imaginer un Français, à l'époque où il y avait l'autorité, gifler Louis XIV. On ne pouvait pas. Nous, par exemple, en Afrique, nous avons encore des traditions d'autorité quand même. On ne peut pas gifler un chef d'État en Afrique. Donc,
En démocratie, il y a des moments où il ne faut pas aller trop loin dans il faut restreindre certaines le libertés. libéralisme des gestes. Il faut quand même qu'un chef d'État qui ait une institution soit protégé de sorte qu'une gifle ne puisse pas atteindre sa joue. Et c'est ça qu'on appelle... Et l'exemple est bien appliqué au Cameroun quand le chef de l'État se déplace. Le périmètre entre lui et les populations, on voit bel et bien qu'il y a la police, les forces de l'ordre, la garde républicaine, tout autour du circuit qu'emprunte le chef de l'État. Quand le pouvoir est respecté, c'est comme ça qu'il s'organise. On ne laisse pas un chef d'État aller à la débandade, tout seul. Même s'il le voudrait, la sécurité d'État est là pour l'empêcher de courir des risques inutiles. Et s'il a couru ces risques, et devant des gens qui sont formés, super formés pour la sécurité, c'est qu'il cherchait autre chose. Et dans cette autre chose, je vois donc que si ce n'est pas une comédie, une mise en scène, le pouvoir libéral français est en train de dégringoler. Justement, nous parlons... Oui, professeur, allez-y, poursuivez. Non, je voulais seulement dire que c'est vous les journalistes qui avez l'expression du mort kilométrique, non? Nous avons nos gifles locales ici. Nous avons nos gifles locales qui sont symboliques, elles ne sont pas physiques. Mais c'est tout de même des gifles. Quand on interpelle la plus haute autorité de ce pays dans des termes d'enterrement les plus nauséeux, ça dépasse une gifle. Donc ça veut dire que nous voulons peut-être imiter déjà au Cameroun le libertinage qu'il y a dans les démocraties occidentales. Et c'est ça, c'est un mauvais exemple de la démocratie s'il fallait l'imiter. Donc pour moi, ou il y a une mise en scène, et c'est exécrable, ou bien il y a véritablement que l'autorité est en train de tomber. Parce qu'un souverain français, on ne peut pas imaginer, c'est vrai que d'autres ont eu des œufs pourris sur la figure, et des poudres... Beaucoup ont été enfarinés. Hein. On a vu pour le cas du président Sarkozy, qui allait dans les zones les plus reculées de la France, il dit en termes de violence, par exemple à Barbès, où il a reçu des choses pas faciles. Et lui aussi est tombé dans les mêmes tripes. Oui, on lui a parlé. Il a répondu, il a eu de la... Et lui, il a répondu sur le montant, casse-toi, pauvre con. Voilà. Il a répondu à la barbarie. Il s'est mis au niveau du jeune homme qui lui avait manqué de respect. Il a utilisé aussi un langage ordurier. Il lui a répondu avec le même niveau, casse-toi, pauvre con. Voilà, et ça a fait le tour de la planète. Hein. C'était une expression qui a également derrière suscité beaucoup de réactions dans le monde. Hein. Parfois, ça démontre à quel point le chef de l'État français, l'un des chefs d'État français qui reste encore en vie aujourd'hui, était au cœur même de la vie citoyenne. Quand il était ministre de l'Intérieur en France, sous le président Chirac, on a vu comment à des heures indues de la nuit, il allait dans les coins inquiétés de la France pour essayer de rattraper ces jeunes qui sont enclins à la drogue et à toute autre forme de stupéfiants. Merci, professeur. Je retrouve Sa Majesté Ateba Ndoumou sur la question. Je voudrais m'interroger sur la réaction de la classe politique française. Nous avons écouté la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons également écouté la réaction de Marine Le Pen, qui au plus fort des différentes crises en France n'ont jamais accepter ou alors accompagner le président Macron dans la mise en œuvre de toute la stratégie qu'il a apportée à la France depuis qu'il est à la tête de l'État. D'ailleurs, l'image est très violente, hein, ce n'est pas digne d'une scène ordinaire. Mais, et puis, là, il n'y avait pas de masse, hein, ce n'était pas un meeting, ce n'était pas une manifestation populaire, simplement quelques citoyens rassemblés pour voir passer le chef de l'État français, c'est autre chose. Mais Sa Majesté, pourquoi la classe politique française de l'opposition tout de suite a adoubé, disons pas adoubé, a été solidaire le chef de l'État français, marquant derrière le retour de la violence en France? Disons, Serge, que lorsqu'on considère cette scène, il faut vraiment prendre en compte toute l'écologie de cette affaire. Parce que l'ensemble de cet espace est porteur de sens pour donner son vrai sens à la gifle ensuite. Je ne sais pas, lorsque vous regardez l'image du président Macron qui arrive au petit trot, elle ne vous rappelle rien? Et de vous rappeler le président Obama. Arrivant au petit trot, première image.
Lorsque vous regardez le président français arriver en bras de chemise, ça ne vous rappelle rien? Ça vous rappelle le président Obama, qui fait tomber la veste pour descendre dans les chaudrons. Que ce soit la chemise, que ce soit le petit trot, que ce soit la montée en front line vers un petit groupe, c'est complètement pas français. C'est pas le chef de l'État français dans les usages. Vous sentez donc un complet montage où il court plus vite que la sécurité. Parce que quand vous regardez au moment où il se détache, il y a la sécurité quelque part en arrière. Habituellement, la sécurité est au moins au même niveau. Au moins au même niveau. Et si on peut avoir l'occasion de voir défiler les images. Hein. Et puis la manière de tenir le chef de l'État, on l'a tenu, on l'a tiré par sur le côté. Que les gars ont complètement... Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir à qui profite cette affaire. À 2 personnes. À Macron en premier. Il arrive rapidement sur l'image. Là, il reçoit la claque. Et puis il est tiré comme un gamin hein, par sa sécurité. La sécurité fait son job ensuite. En fait, dans cette affaire-là, quand vous regardez à qui profite cet incident aujourd'hui, d'abord au président Macron, parce qu'il a réussi à refaire une sorte d'unanimité autour de lui. Attention, c'est l'institution, c'est le chef de l'État, on ne fait pas ça. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle unanimité autour de lui. Par les Mélenchon, le Pen et compagnie, tout le monde est d'accord pour dire on ne fait pas ça au chef de l'État. Ah ça, en phase de campagne, c'est vital pour lui. Évidemment, le jeune homme lui-même s'en tire un peu avec quelques heures de gloire, lui aussi, puisque désormais, il entrera dans l'histoire, comme celui par qui la gifle est arrivée. À mon humble avis... Il est appelé le gifleur un peu partout. À mon humble avis, cette affaire-là est un pur montage de com. Parce que lorsque le président doit embrasser la foule, ce n'est pas 10 personnes. C'est vraiment la foule. S'il va aller vers la foule, c'est la foule. Mais ça peut être d'autant plus inquiétant qu'on n'a nulle part mentionné la défaillance du service de sécurité. Nulle part, personne n'en parle. Français. Donc, et curieusement, les combien de fois on a vu le chef de l'État français partir en courant vers la foule? Ça n'existe pas. Ça, c'est les présidents américains qui prennent l'échelle de coupée des avions en courant, qui descendent en courant. C'est Obama qui fait tomber la veste pour courir. Oui, ça, on a vu. En France, peu souvent. Sarkozy était très présent, mais gardait les attitudes institutionnelles qui allaient avec son rang. C'est lui qui sort là, en bras de chemise, qui laisse la sécurité 2 pas en arrière, qui fonce sur 2, 3 individus qui sont là. Tout cela est une mise en scène bien montée pour obtenir les résultats qu'on a aujourd'hui. À savoir qu'il va enfin pouvoir décoller dans l'opinion. Ça lui donne un petit moment d'état de grâce pour reconstruire sa campagne. C'est de ça qu'il s'agit. Il voulait un petit... Parce que là, il était complètement tiré vers le bas par la multiplication des incidents et des morts autour du Covid, etc. etc. Autour de cette affaire-là, il se négocie un court moment d'état de grâce. Juste que les officines de com autour de lui sont maintenant en train de travailler pour tirer le meilleur de cet état de grâce, parce que ça ne va pas durer, évidemment. Le gars s'est tiré avec ses 4 mois de prison. Je ne dis pas ce qui allait dans son compte en banque, personne ne saura jamais. Enfin, ce qui est important... Il a réussi le pari. Il a réussi le pari. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Macron, lui, il a obtenu un court moment d'état de grâce pour reconstruire sa campagne, pour rebroder son image de marque et tenter de redécoller et dans les sondages et dans la dynamique de sa campagne. Nous sommes parfaitement... Enfin, c'est un homme de sa génération. C'est le risque extrême, hein, ce qu'il a fait là. C'est le risque extrême. Parce qu'à part ça, il aurait fait quoi pour redécoller aujourd'hui au point où il était rendu? Le risque extrême, en fait, il a pris là, le risque qui correspond à la manière dont il est entré en politique. C'est-à-dire par la façon la plus inattendue. Et je crois qu'il est cohérent avec lui. Ils n'ont pas mis un poids lourd. Hein. Non, ils n'ont pas mis un poids lourd, c'était un poids plein. On a mis quelqu'un de 28 ans donc, pour faire ce travail. Innocent. Donc, innocent, c'est une main qui arrive. Non, tout cela... Non. Si, ça peut arriver, mais je pense que si on avait voulu vraiment gifler Macron, ça serait pris autrement pour le gifler. Donc je pense que nous sommes là en pleine communication politique d'un candidat qui cesse d'être président pour devenir candidat. Ça marque une rupture dans la dynamique des prochains jours. C'est la peau du candidat qu'il va revêtir maintenant et essayer de se donner les moyens de redécoller et dans le sondage, et dans l'opinion, et dans sa propre campagne. Et vous allez voir dans les prochains jours, parce que d'ailleurs Mélenchon a été enfariné le lendemain. Suite à sa réaction. Vous voyez que... Non, je pense que Macron va s'en tirer dans cette affaire-là avec... il va plus être au bas des sondages, il pourra remonter. Il pourra remonter et surtout mieux construire sa campagne en tirant avantage l'état de grâce
cet incident-là lui a donné dans l'opinion, notamment auprès de la concurrence. Parce que même Marine Le Pen a présenté comme son précédent adversaire, a sur cette affaire-là observé comme un cessez-le-feu pour dire non pas au chef de l'État. Donc ce cessez-le-feu, il en avait besoin pour broder, reconstruire sa campagne. Je crois que c'est vers cela qu'on s'achemine. On est en plein montage de communication politique. Une campagne qui forcément va raviver des passions lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs candidats pour la présidentielle française de 2022 prochain. Donc plusieurs sont engagés avec des formations politiques, même si Marine Le Pen n'est pas engagée, si on peut le dire ainsi. Il y a de ce que leur nièce, qui est députée en France, ne pourra pas laisser faire cette affaire. Donc le président Macron souhaite, d'ailleurs c'est son vœu, de briguer un second mandat à la tête de l'État français. Sa Majesté Patrick Ndondo, est-ce que les sondages en France vont facilement basculer en faveur du chef de l'État français Macron, ou alors est-ce que la classe politique en elle-même, qui le temps de cet incident malheureux se rassit tout autour de lui et réussit quand même à dire non à l'acte de violence qui a été posé, condamnant la violence surtout de la France en général, en évitant l'extrémisme qui pourrait profiter et renaître dans la classe politique. Et tout à côté, on a ceux-là qui disent oui, sauf l'institution, que ce n'était pas bien, et deviennent solidaires du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas la suite de la mise en scène? Disons que la société française, depuis un certain nombre d'années, se caractérise par ce genre de coups. Les coups fourrés ou les coups enfoirés, n'est-ce pas, vis-à-vis de certains de leurs leaders. Il y a eu déjà, avec François Fillon, a déjà été enfariné. François Hollande, lui-même, a déjà été enfariné. Ségolène Royal a reçu les œufs sur elle. Nicolas Sarkozy a reçu une sorte de farine. François Bayrou a également subi la même chose. En fait, tous les leaders, depuis un certain temps, tous les leaders, et je crois que c'est des états-majors, des différents partis politiques, c'est eux qui sont, n'est-ce pas, à l'origine des adversaires les uns contre les autres. Ça peut également être ce que vous avez dit, que c'est un coup qui vient, au lieu de venir d'un adversaire comme Mélenchon, ça peut venir plutôt, n'est-ce pas, du propre camp de Macron. Ça peut venir effectivement de son camp, un montage communicationnel, n'est-ce pas, pour qu'on puisse le relancer sur que l'opinion publique nationale lui soit favorable. Est-ce que c'est ça? Bon, je ne suis pas sûr, je ne suis pas seul. Les enquêteurs pourront, n'est-ce pas, nous déterminer ce qui s'est réellement passé. Maintenant, est-ce que cette gifle peut apporter oui, je crois que vous l'avez dit, la réponse est dans votre question. Vous l'avez dit, toute la classe politique française a unanimement condamné ce genre d'attitude, ce genre de comportement. Elle dit que Emmanuel Macron, contre son gré, ou malgré lui, ou bien alors opportunément lui-même, remonte, n'est-ce pas, dans les sondages. Est-ce que se relancer, et si on transposait le fait au Cameroun, est-ce que l'opposition réagirait de la même manière? Non, l'opposition camerounaise doit apprendre, n'est-ce pas? C'est une leçon de démocratie. Oui, c'est une bonne leçon de démocratie que l'opposition à camerounaise doit se faire sienne. Ça veut dire qu'il y a des intérêts souverains qui demandent la position unanime de toute la classe politique, quels que soient ceux qui sont victimes, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses. Je crois que l'opposition doit apprendre dans ce genre de comportement. Nous espérons que l'opposition va vraiment apprendre dans ce genre de comportement. Que quelque chose arrive, quand ça concerne une institution comme le président de la République, ou que ça concerne le Cameroun, l'État du Cameroun, c'est des choses qu'il faut d'abord condamner, n'est-ce pas? Il faut d'abord condamner ces choses avant d'avoir des positions singulières ou particulières comme certains opposants le veulent. Donc c'est une bonne leçon de démocratie pour l'ensemble des Africains. Alors est-ce que ça va relancer Emmanuel Macron? C'est possible parce que, comme toute la classe politique a été unanimement avec lui, comme tout le monde a condamné ce genre de choses, je crois qu'il peut désormais, n'est-ce pas, se mettre dans la peau du candidat
dans la peau du candidat pour faire cette campagne qui est finie en 2022, parce que l'élection c'est en mai 2022, et remonter dans les sondages, rattraper ces différents écarts, parce que il est loin, n'est-ce pas, il est loin derrière, et ça se bouscule véritablement pour le battre. Également, il faut que leur campagne sera bien menée et que le meilleur va gagner. Et à la suite de cet événement, oui, professeur. Sur la réunion de la classe politique, la communication a tant été menée que il y a eu l'extrême gauche qui a réagi Tout à fait. en faveur de Macron, et la commission française a ajouté à côté l'extrême droite. Tout à fait. Ils ont pris les deux extrêmes. Oui, tout à Ils fait. ont mis autour de Macron. Tout à C'est fait. pas par hasard. Tout à fait. Et on a pratiquement écouté aucun centriste, par exemple, Borloo au moins ne s'est pas exprimé sur la question politique française. On a pris les extrêmes. Hein. Et puis, la réaction du chef de l'État français, Macron, s'exprime sur les antennes d'une télévision française, locale de BFM TV, qui est l'une des meilleures en matière d'information du direct. Emmanuel Macron dit, c'est pas grave de recevoir une gifle. Il dit également que la vraie violence, c'est celle que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons. Allons-y donc comprendre. Et il en a tout ce qu'il y a profité. Il en a tout profité. autour. Hein. Il a relancé. Voilà. Il recrute de nouveaux alliés là. Voilà. Ça, c'est le recrutement des alliés. Voilà. Donc, C'est-à-dire qu'il recrute de nouveaux c'est- alliés maintenant. c'est- Les femmes. Voilà, donc vous avez compris qu'il a besoin de ces mêmes personnes pour aller dans cette dynamique de retrouver plus d'alliés. La réaction du chef de l'État qui estime d'ailleurs qu'une gifle, c'est pas grave d'être giflé, vous avez suivi la suite. Hein. Donc c'est le lancement véritable de la campagne pour 2022 en France. Ceux qui n'avaient pas compris le geste, eh ben il a fait et désormais il a engagé pour une prochaine présidentielle en France, espérant pour le second mandat faire mieux qu'il aurait pu le faire hein, lors de ce premier mandat qui s'achève. Chers panélistes, merci infiniment d'avoir été là ce dimanche. Merci au professeur, le philosophe, hein, le professeur Hubert Mononjana pour la disponibilité. Infiniment merci d'avoir choisi Camdis TV parmi autant de chaînes de télévision au Cameroun. C'est un honneur pour nous. Merci à Jean-François Lomgoy. Merci à vous pour la marque de fidélité. Hein. On espère que les libérateurs vont faire aussi mieux que le RDPC représenté par Sa Majesté Ondondo. On vous dit bon dimanche et merci d'avoir été des nôtres ce dimanche également. Sa Majesté Atéban Votre Ndoumou. télévision grandit, nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous allons atteindre les cimes perfectibles de la télévision au Cameroun. C'est notre vœu, c'est le vœu d'ailleurs de notre top management. Merci à vous de nous avoir regardé ce dimanche. L'exactitude et la politesse des rois. Il est midi pratiquement dans toutes les maisons au Cameroun. Nous vous souhaitons un excellent appétit et très bon début de semaine. Dimanche prochain, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver avec forcément de nouvelles thématiques, de nouveaux invités. Merci à toutes et à tous. Au revoir.